Le matin de Noël, ma sœur et sa belle famille ont pris ma chambre et m'ont remis un avis d'expulsion. Ils m'appelaient « l'assistante inutile ». Ils pensaient que j'étais sans abri. Sans savoir que j'avais secrètement acheté la maison. Le vrai avis d'expulsion arrivera demain. Je m'appelle Marin O'Reilly, et le matin de Noël, ma place désignée à la table familiale était un îlot de défiance froide. La vieille chaise en chêne, son bois poli par des générations d'O'Reilly, avait été physiquement traînée à quelques pieds du rassemblement principal, la plaçant dans le courant d'air de la porte d'entrée. Son isolement était une déclaration, une frontière soigneusement tracée que je n'étais pas censé franchir. L'air de notre maison de Maple Hollow, habituellement épais de l'odeur des aiguilles de pain et des brioches à la cannelle de ma mère, était vif d'une nouvelle tension métallique. Dehors, une délicate pellicule de neige recouvrait le toit de la maison où j'étais né. L'image de carte postale parfaite d'une fête dont j'étais sur le point d'être désinvité. La table était chargée des preuves d'un festin, une dinde luisante, des bols de purée de pommes de terre fumantes, la saucière en argent de ma grand-mère, mais chaque détail festif ressemblait à un accessoire dans une pièce conçue pour m'humilier. Ma sœur cadette, Cathy, s'est levée de son siège, levant un verre de mimosa. Son mari, Tom Hansen, un homme dont la présence dans notre maison était passée d'un invité à un élément permanent puis à une force d'occupation, se tenait à ses côtés, son bras drapé possessivement autour de ses épaules. Mes parents, Richard et Helen O'Reilly, se tenaient juste derrière eux, un mur silencieux et complice. Ils étudiaient les motifs complexes du papier peint, le plafond, leurs propres chaussures, n'importe où sauf mon visage. Une petite annonce, tout le monde, a gazouillé Cathy. Sa voix faussement enjouée. Le match de football que Tom avait mis à fond à la télévision s'est tu. Comme vous le savez, Tom et moi commençons notre avenir, et ses parents ont été si merveilleux, a-t-elle fait un geste vers les Hansen, qui avaient depuis longtemps colonisé la petite dépendance dans le jardin. Un espace construit pour ma vraie grand-mère. Monsieur Hansen a fait un signe de tête magnanime, comme s'il nous accordait la permission d'exister dans son orbite. Madame Hansen, une femme qui semblait mesurer sa vie aux désagréments causés par les autres, a offert un sourire reptilien crispé. Cathy a pris une inspiration, son sourire s'élargissant en quelque chose de pointu. Donc, nous avons décidé que cette maison est nécessaire pour notre nouvelle famille qui s'agrandit. Il est temps qu'elle soit officiellement pour que moi, Tom, et ses parents y vivions. Elle a finalement tourné son regard vers moi, le verre de mimosa brillant comme une arme. Marin, a-t-elle dit, le seul mot dégoulinant de condescendance. Tu devras faire tes valises. Nous pensons qu'une semaine devrait être largement suffisante pour que tu trouves un nouvel endroit. Le silence qui a suivi était lourd, rompu seulement par le bourdonnement du réfrigérateur. C'était ça, la rupture finale et formelle. J'ai 32 ans. J'ai gardé mon expression parfaitement neutre, ma posture droite, mes mains posées calmement sur mes genoux, mon regard a balayé la pièce. Un inventaire lent et délibéré. J'ai observé le sourire triomphant sur le visage de Tom. J'ai vu la lueur de quelque chose culpabilité, peur dans les yeux de mon père avant qu'il ne détourne le regard. J'ai vu ma mère se tordre les mains, le dos toujours tourné vers moi, et j'ai vu le plaisir non dissimulé dans les yeux de M. Et Madame Hansen, qui regardait déjà la salle à manger comme s'ils décidaient où accrocher de nouveaux portraits. Ils souriaient tous à leur manière à l'idée de me pousser non seulement hors de la maison, mais hors de leur vie. Depuis 3 jours, depuis l'arrivée des Hansen pour les fêtes, la maison avait cessé d'être la mienne de manière significative. Le salon, autrefois mon refuge tranquille du soir avec un livre, était devenu le stade personnel de Tom. La télévision rugissait de sport de l'aube à minuit, ses pieds posés sur la table basse que ma grand-mère m'avait laissée spécifiquement. Mon fauteuil préféré était maintenant marqué en permanence par la forme de Monsieur Hansen. L'écosystème délicat de notre salle de bain partagée avait été brisé. Ce matin, alors que je me brossais les dents, j'ai entendu le clic distinct de Madame Hansen démarrant un minuteur sur son téléphone devant la porte. 17 minutes, annoncerait-elle plus tard à la cantonade, un temps inacceptable pour qu'un invité non contributeur occupe les installations. Un invité, c'est ce que j'étais devenu dans la maison où mon nom figurait sur les factures de services publics depuis 2 ans. Depuis la retraite anticipée de mon père et la fermeture discrète de la boutique de ma mère, la stabilité financière de cette maison reposait sur mes épaules. L'électricité qui alimentait la télévision de Tom, l'eau que Madame Hansen rationnait, l'Internet au débit qu'ils consommaient tous sans y penser. Tout était payé par des prélèvements automatiques sur mon compte bancaire. Un fait que personne n'a jamais reconnu, un fait qu'ils avaient, semblait-il,
collectivement choisi d'oublier. Pour eux, j'étais juste l'assistante. C'était une étiquette qu'ils appliquaient avec une pitié à peine voilée. Marin est assistante dans ce petit bureau immobilier, expliquait ma mère à ses amis, son ton suggérant une phase temporaire et légèrement embarrassante. Pioneer Meridian Realty était loin d'être un petit bureau et mon rôle de coordinatrice de transactions était l'épine dorsale opérationnelle de transactions de plusieurs millions de dollars. Mais il préférait le récit plus simple et plus pathétique. L'assistante n'avait pas de vraie carrière, pas de perspective, pas d'avenir. Par conséquent, elle n'avait pas le droit de prendre de la place, d'avoir un foyer permanent, d'exister comme autre chose qu'un bouche-trou jusqu'à ce qu'elle puisse être commodément retirée. Alors que les mots de Cathy flottaient dans l'air, un calme familier s'est installé sur moi. C'était un état d'esprit affiné au fil des ans à gérer des clôtures immobilières chaotiques. Pendant que d'autres paniquaient, j'organisais. Pendant que d'autres criaient, je documentais. J'ai pris une note mentale discrète. Jour de Noël, environ 11h04. Avis d'expulsion verbale délivré par Catherine O'Reilly Hansen. Témoins présents, Richard O'Reilly, Hélène O'Reilly, Thomas Hansen, John Hansen, Carol Hansen. J'ai catalogué le phrasé spécifique, la posture confiante, le silence complice des autres. Chaque détail était un point de données classé dans le coffre-fort d'acier de ma mémoire. C'était une habitude professionnelle qui était devenue un mécanisme de survie personnelle. Le reste de la journée s'est déroulé comme une performance surréaliste de ma propre effacement. Le dîner a été servi, le repas que j'avais payé à l'épicerie la semaine dernière. Mon père, finalement forcé de parler, a levé son verre. Au nouveau départ, a-t-il marmonné, les yeux fixés sur la dinde. À la nouvelle famille, a tonné Tom, faisant teinter son verre contre celui de Cathy. Une vague d'approbation joyeuse a traversé la pièce, le son grattant mes oreilles. Quand les assiettes à dessert ont été débarrassées, Cathy a sorti son téléphone. « Ok, l'heure de la photo de famille », a-t-elle déclaré, pour la carte de Noël. Ils se sont arrangés autour de la cheminée, les deux couples heureux, les parents et beaux-parents fiers. Un ensemble parfait et complet. Je me tenais sur le côté, observant. « Marin, pourrais-tu nous prendre en photo ?» a demandé Cathy en tendant son téléphone. Ce n'était pas une demande. C'était une mission. Tu es tellement meilleur pour trouver le bon angle. J'ai pris le téléphone sans un mot. J'ai reculé, je les ai cadrés dans l'objectif, 6 visages souriants, rougis par le vin et la victoire, baignés dans la lueur chaude des lumières du sapin de Noël. Ils avaient l'air si heureux, si complets. J'étais le fantôme derrière la caméra, la main invisible capturant un souvenir dont je ne ferais pas partie. J'ai appuyé sur le bouton, le flash a été une petite explosion blanche, m'aveuglant momentanément. « Parfait », a crié Cathy, reprenant le téléphone pour admirer l'image. « Maintenant, il nous en faut juste une avec tout le monde », a-t-elle ajouté. Une prise de conscience soudaine et performative lui vint à l'esprit, mais Tom passa rapidement un bras autour d'elle. « Non, celle-ci est géniale. C'est la famille de base, la fondation. La fondation. 6 personnes, pas 7. » J'étais renvoyé, poussé derrière l'objectif, puis effacé de l'album entièrement. J'ai glissé mon propre téléphone de ma poche sous le couvert du bavardage renouvelé. Mon pouce s'est déplacé rapidement sur l'écran, mon visage illuminé par sa lumière bleue froide. J'ai trouvé un seul contact et j'ai tapé un message court et précis. Tout est prêt. Demain à 10h. J'ai appuyé sur envoyer. Il n'y a pas eu de réponse, et je ne m'y attendais pas. La confirmation était implicite. La machine était maintenant en marche, comme si elle sentait le changement dans mon attention. Cathy s'est tournée vers moi, ses yeux s'illuminant d'une joie cruelle. « Oh, Marin, ça va être amusant. Faisons un jeu. Nous ferons un compte à rebours. 7 jours avant que la chambre ne soit vide. Je vais faire un tableau. » Elle a ri. Un son fort et théâtral qui m'a agacé les nerfs. Jour 1, trier, jour 2, mettre en boîte. Tom et moi avons regardé des lits king size en ligne toute la matinée. Celui que nous voulons rentrera parfaitement une fois que nous aurons enlevé toutes tes affaires. Tom a gloussé. Ouais, une vraie purge. Un nettoyage de Nouvel An quelques jours en avance. Une purge. Le mot flottait dans l'air entre nous. Léé délibéré. Il ne me demandait pas seulement de partir. Il savourait l'acte de me récurer des lieux. Je n'ai pas répondu.
J'ai simplement glissé mon téléphone dans ma poche et je me suis levé de ma chaise solitaire près de la porte. Je me suis dirigé vers la table de la salle à manger, maintenant jonchée des restes du festin, et j'ai posé ma main sur son bord frais et solide. J'ai pressé mon poignet contre le bois, sentant le grain sous ma peau, me rattachant à la réalité physique du moment. La maison était de nouveau calme, à l'exception du bourdonnement lointain de la télévision. Tom, ayant déjà repris son trône. Il pensait me porter un coup final et écrasant. Il voyait une assistante silencieuse et docile qui emballerait docilement ses quelques affaires et disparaîtrait. Il voyait cela comme une expulsion. Ils avaient tort. C'était une activation. Je me suis retiré dans ma chambre, le son du rire triomphant de Cathy résonnant depuis le couloir alors qu'elle discutait bruyamment de son tableau de purge avec Tom. C'était une dynamique familière, utilisée comme une arme pour un nouveau but cruel. C'était toujours comme ça. Cathy, 4 ans ma cadette, était la sensible désignée, celle submergée par les émotions. Elle a appris très tôt dans la vie qu'une larme stratégiquement placée, un sanglot bien dosé, pouvait plier toute la maisonnée à sa volonté. Mes parents, désespérés d'endiguer le flot de ses sentiments, se tournaient vers moi, la sœur aînée stoïque et silencieuse. Marin, laisse-la faire. Tu es plus forte qu'elle. Tu dois être celle qui cède. J'ai appris à assimiler la force à l'effacement de soi. J'ai appris à ravaler mes propres besoins jusqu'à ne plus pouvoir les goûter. J'ai cédé sur la poupée que je voulais, sur le dernier morceau de gâteau, sur l'université que je fréquenterais. J'ai choisi l'université d'État près de chez moi, pas l'université hors d'État qui m'avait offert une bourse, parce que je devais aider. Et maintenant, assise sur le bord du lit dans lequel je dormais depuis l'âge de 10 ans, il était clair que je devais céder sur la maison elle-même. L'occupation actuelle était une leçon de maître dans cette capitulation de toute une vie. La dépendance, le petit cottage détaché que mon grand-père avait construit pour ma grand-mère, était resté vide et sacré pendant 1 an après son décès. Elle sentait son savon à la lavande et ses vieux livres. Elle était censée être une boîte à souvenirs, mais ensuite Tom est entré en scène, et avec lui, les Hansen. Ils sont juste entre 2 logements, nous avait assuré Cathy, ses yeux grands et suppliants lorsque la vente de l'appartement de ses beaux-parents a connu un accroc. Juste temporairement, Marin, je te le promets, jusqu'à ce que leur nouvelle maison soit finalisée. C'était il y a 18 mois. La nouvelle maison a été finalisée. L'argent a été investi dans un nouveau bateau de pêche pour Monsieur Hansen et un SUV de luxe pour sa femme, mais ils sont restés. Le temporaire est devenu permanent. Les Hansen sont simplement restés, et avec leur arrivée, les alliances au sein de la maison se sont solidifiées, me découpant comme une tumeur. Mon père, à la dérive et apathique après sa retraite anticipée, a découvert une passion commune pour le golf avec Monsieur Hansen. Il passait les week-ends au country club, un luxe que mon père finançait avec une carte de crédit dont j'ignorais qu'il l'avait encore. Ma mère et Cathy, à leur tour, ont formé une alliance de shopping, se liant d'amitié lors de virées quasi quotidiennes dans les centres commerciaux, revenant avec des sacs de choses dont elles n'avaient pas besoin, financés par de l'argent qu'elles n'avaient pas. J'ai été excisé de l'organisme de la famille. J'ai appris l'anniversaire de mon père grâce à une publication Instagram. J'ai découvert tout à fait par hasard, en voyant l'écran du téléphone de ma mère, que je n'étais pas incluse dans la discussion de groupe de la famille Riley. Mon téléphone restait silencieux pendant que les leurs bourdonnaient et carillonnaient de blagues partagées, de plans logistiques et de photos desquelles j'étais manifestement absente. Mon rôle était d'être l'utilité silencieuse, l'infrastructure invisible. Ils ne me voyaient pas, mais ils auraient immédiatement remarqué si les lumières s'étaient éteintes. Il y a 2 ans, elles ont failli s'éteindre. Une lettre recommandée est arrivée du comté de Willow, adressée à mes parents. Je l'ai ouverte en pensant que c'était juste un autre relevé bancaire. Ce n'était pas le cas. C'était un dernier avis de délinquance. Les impôts fonciers étaient en retard de plus d'1 an et une hypothèque légale était placée sur la maison. Le comté entamait une procédure de saisie. J'ai confronté mes parents dans la cuisine. Mon père a fulminé, devenant violet en marmonnant à propos d'une confusion avec le compte séquestre. Ma mère a juste pleuré, un son faible et terrifié. Mais la vérité était évidente, écrite sur leur visage. Ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient hypothéqué la maison jusqu'à la garde. Et maintenant, ils se noyaient. J'ai regardé la peinture écaillée sur le cadre de la fenêtre, la maison que ma grand-mère avait aimée, les murs qui contenaient tous les souvenirs que je possédais. Et j'ai fait un choix. Le lendemain matin,
j'ai liquidé le 401K que j'avais méticuleusement constitué depuis mon premier stage. J'ai subi l'énorme pénalité fiscale et j'ai payé le montant total, les arriérés d'impôts, les intérêts, les pénalités vertigineuses en un seul virement bancaire depuis mon compte personnel. Cela a vidé mes économies, retardant ma propre vie de plusieurs années. Et quelle a été la réponse à ce sacrifice? Le soulagement, pas la gratitude. Juste un soupir collectif et inodore alors que le problème disparaissait. Ma mère m'a tapoté le bras et a dit « Nous savions que nous pouvions compter sur toi, ma chérie. » Mon père m'a frappé dans le dos et a dit « C'est ma fille. » Personne n'a jamais dit merci. Personne n'a jamais proposé de me rembourser. L'incident n'a plus jamais été mentionné, effacé du grand livre familial. Ce paiement a changé quelque chose en moi. C'était une cristallisation. J'ai cessé d'être leur fille. J'ai commencé à les observer comme un créancier, comme un investisseur non garanti dans une entreprise en faillite. J'ai commencé à remarquer les petites coupures de papier constantes de leur incompétence, et j'ai commencé à protéger mes propres données. Nous avons un petit bureau, la salle à manger où mon grand-père gardait ses dossiers méticuleux et où les documents vitaux de la maison étaient conservés, de vieux actes, des garanties, les dossiers personnels de ma grand-mère. J'ai suggéré de mettre une nouvelle serrure sécurisée sur la porte. Juste pour tout garder organisé et en sécurité, ai-je dit doucement. Cathy m'a ri au nez. Pourquoi? C'est juste du vieux papier. De plus, c'est une maison familiale. La propriété commune n'a pas besoin de serrure. Marin, mon Dieu, ne sois pas si bizarre. La propriété commune n'a pas besoin de serrure. Cette phrase est devenue mon nouveau mantra. C'était la clé, littéralement, de mon prochain coup. S'il ne fermait pas la porte à clé, je le ferais, métaphoriquement. J'ai cessé d'être la ressource commune. J'ai commencé à construire mon propre coffre-fort, et j'ai commencé à consigner chacune de leurs erreurs. Je suis devenu une archiviste silencieuse de leurs échecs. Chaque fois que je devais transférer de l'argent de mon épargne vers le compte commun des services publics, ce qui était maintenant tous les mois, je prenais une capture d'écran de la transaction. Chaque email de rappel de paiement en retard pour l'hypothèque, dont ils n'avaient pas réalisé que j'étais toujours en copie cachée depuis la débâcle fiscale, je le transférais à une adresse email privée et cryptée. Chaque appel paniqué d'une société de cartes de crédit que je prenais par hasard, je le notais dans une feuille de calcul. Le véritable catalyseur est venu tard un soir, environ 6 mois après l'incident fiscal. J'étais en bas en train de prendre un verre d'eau quand j'ai entendu mes parents chuchoter dans la cuisine. Les lumières éteintes. Ils pensaient que je dormais. Ma mère pleurait ses sanglots silencieux et sincères, pas ceux performatifs dont Cathy avait hérité. « Richard, que veux-tu dire par il s'ajuste » a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant. L'homme à la banque. Il a dit que c'était fixe. C'était fixe, Hélène. Pour la période d'introduction, a sifflé mon père en retour, sa voix épaisse d'une onde qui ressemblait à de la colère. C'est un prêt hypothécaire à taux variable. Le taux se réinitialise le mois prochain. Les paiements, Hélène, les paiements vont tripler. Je pensais que je pourrais le revendre. Je pensais que le marché allait. Je me suis tenu dans le couloir sombre, le carrelage froid du sol s'infiltrant dans la plante de mes pieds. Il avait refinancé à nouveau. Il avait menti à ma mère, et il avait contracté un prêt prédateur qu'il ne pouvait pas comprendre, encore moins se permettre. La maison se vidait de son sang, et il le cachait à tout le monde, y compris l'un à l'autre. J'ai réalisé avec une clarté absolue et glaçante qu'ils allaient perdre cette maison. La maison que ma grand-mère leur avait laissée libre et nette. La maison que je venais de payer des milliers de dollars pour sauver. Ils allaient se noyer. Et cette fois, ils étaient déterminés à m'entraîner avec eux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise devant mon ordinateur portable, la lueur de l'écran illuminant mon visage dans l'obscurité. Je n'étais pas seulement l'assistante. J'étais une coordinatrice de transactions pour l'une des sociétés d'investissement immobilier privé les plus agressives de l'État, Pioneer Meridian Realty. Je n'aidais pas seulement. J'étais la personne qui gérait le flux de millions de dollars en argent durement gagné, qui examinait chaque ligne de chaque relevé HUD, qui coordonnait avec les sociétés de titres, les prêteurs et les avocats pour s'assurer que des clôtures complexes et à enjeux élevés se déroulaient à temps. Je voyais chaque jour comment l'argent intelligent fonctionnait. J'ai tapé « Cours du soir compté de Willow Investissement Immobilier » dans la barre de recherche. Un cours est apparu au collège communautaire local, Investissement locatif unifamilial,
financement créatif. Il avait lieu 2 fois par semaine. Je me suis inscrite avant le lever du soleil. Je me suis fixé un objectif de 5 ans, non seulement pour survivre, mais pour gagner. Mon petit boulot d'assistante est devenu la couverture parfaite. La condescendance de ma famille était mon bouclier. Ils me voyaient partir dans mes vêtements de travail sages et supposaient que j'allais chercher du café et classer des papiers. Ils n'avaient aucune idée que j'assistais à des réunions avec des prêteurs privés, apprenant les subtilités du financement relais. Ils ne savaient pas que je passais mes pauses déjeuner à analyser les listes de ventes aux enchères fiscales du comté de Willow. Ils ne savaient pas que mon patron, le chef de Pioneer Meridian, m'avait prise sous son aile. Marin, m'avait-il dit un jour, tu n'as pas la personnalité pour la vente. Dieu merci, tu as l'esprit d'une opératrice. Tu vois la structure derrière le chaos. C'est plus rare et c'est là que se trouve le vrai argent. J'ai appris, j'ai tout absorbé. J'ai appris à acheter des actifs en difficulté, à forcer l'appréciation par une rénovation stratégique, et à structurer des transactions pour que mon propre nom soit protégé derrière une série de LLC. 1 an après cette nuit dans le couloir, j'ai acheté ma première propriété. Ce n'était pas grand-chose, un minuscule studio saisi à Northbridge, un quartier qu'ils considéraient comme « en devenir », ce qui était leur code pour « en dessous d'eux ». Je l'ai acheté lors d'une vente aux enchères fiscales en utilisant le reste de mes économies reconstituées et un petit prêt privé d'un investisseur que mon patron m'a présenté, que j'ai remboursé en 4 mois. Je l'ai rénové moi-même le week-end, carolant la salle de bain et peignant les murs, disant à ma famille que j'aidais une amie à déménager. J'ai mis un locataire avec un bail de 12 mois. Le petit, doux flux de trésorerie a commencé. Je ne l'ai pas dépensé. Je l'ai économisé. Je l'ai exploité. J'ai transformé cette première petite victoire en une seconde. Un appartement de 2 chambres dans un immeuble près de l'université. Puis une petite maison unifamiliale dans une banlieue que je savais sur le point de bénéficier d'une nouvelle ligne de train de banlieue. J'ai appris à repérer la valeur là où d'autres, comme mon père, ne voyaient que la ruine ou une revente rapide et insensée. C'était il y a 3 ans. Alors que j'étais assise dans ma chambre d'enfant, écoutant Tom et Cathy rire en bas à propos du lit king size qu'ils avaient commandé, mon portefeuille se composait de 6 propriétés, toutes générant des revenus, toutes s'appréciant. 3 maisons unifamiliales stables en banlieue et 3 appartements très demandés en ville. Tous détenus dans un trust, tous à mon nom. J'avais construit une arche, planche par planche. Pendant qu'ils se moquaient de moi pour être une humble assistante jouant avec des trombones, j'étais devenu la chose même qu'ils pensaient être, une personne de propriété, de substance, de pouvoir. Je ne me suis jamais vanté. Je n'ai jamais laissé transparaître le moindre indice. J'ai juste gardé la tête baissée, payé les factures de leur maison en ruine et attendu. J'ai regardé les taux d'intérêt grimper. J'ai regardé le taux variable de l'hypothèque de mon père se réinitialiser. J'ai regardé les avis de la banque devenir de plus en plus frénétiques. Ceux que j'archivais silencieusement dans mon dossier sécurisé. Je savais que le cycle arrivait, ce Noël, avec leur annonce arrogante et cruelle. Ils ne m'avaient pas seulement donné un avis d'expulsion. Ils avaient signalé la fin du cycle. Et ils m'avaient, dans leur magnifique aveuglement égocentrique, donné la justification parfaite et vertueuse pour ce qui allait suivre. Le cycle n'était pas seulement terminé. C'était l'heure de la récolte. Les assiettes en carton festive et les flûtes à champagne en plastique du dîner avaient été balayées dans un sac poubelle, mais la célébration a continué, se mutant en quelque chose de plus sinistre. Le salon, baigné dans les lumières clignotantes et criardes du sapin de Noël, était devenu le lieu de ma fête d'adieu non officielle. Mon père avait mis une playlist de classiques de Noël entraînants. Le tempo optimiste, un contrepoint grotesque à la tension qui s'enroulait dans l'air. Ils portaient un toast au nouveau départ. Leur voix forte et forcée. Le tintement de leurs verres comme de petites fissures aiguës dans les fondations de ma vie. J'observais depuis l'embrasure de la porte. Un fantôme à ma propre veillée. Ils célébraient mon effacement. Et ils voulaient que je regarde. L'événement principal a commencé lorsque Cathy, le visage rougi par un deuxième verre de Prosecco bon marché, a attrapé un mètre ruban jaune dans le tiroir à bric-à-brac. Tom l'a suivi avec un bloc-notes et un stylo, un complice dévoué et impatient. Ils ont monté les escaliers, leur pas lourd de détermination, ma détermination. Ils ont ouvert la porte de ma chambre sans frapper. J'étais assise sur le lit, une seule valise ouverte devant moi. Je n'ai pas levé les yeux. Je n'avais pas à le faire. Ok, alors, a commencé Cathy,
sa voix résonnant légèrement dans le petit espace. Si on met le lit king size contre ce mur. La langue métallique du maître ruban a sifflé alors qu'elle l'étendait. Tom a grogné d'approbation. Ouais, ça nous donne 193 cm. Parfait. Ça laisse beaucoup de place pour ma coiffeuse ici près de la fenêtre. Bonne lumière là pour te maquiller, a ajouté Tom en griffonnant sur son bloc-notes. Il faudra installer une nouvelle prise, peut-être 2. Il se déplaçait autour de moi comme si j'étais un meuble dont il n'avait pas encore décidé quoi faire. Il ne me parlait pas, mais autour de moi. Leurs mots traçaient un avenir qui n'avait pas de place pour moi. Chaque commentaire, chaque mesure était un petit acte de violence délibérée. Il disséquait mon espace, mon histoire, et lui assignait une nouvelle propriété. Pendant que je respirais encore l'air de la pièce, je suis resté immobile. Mon attention s'est concentrée sur la tâche à accomplir. J'ai pris un pull soigneusement plié d'un tiroir avant de le placer dans la valise. J'ai pris un document d'une petite pile sur ma table de chevet. C'était la facture d'électricité du mois dernier. Je l'ai dépliée, en m'assurant que la ligne du payeur marin Riley était visible, ainsi que l'adresse de cette maison. Je l'ai soigneusement attachée au col du pull avec un trombone, puis je l'ai déposé doucement dans la valise. Ensuite, une paire de jeans. J'ai attaché la facture d'eau trimestrielle à la taille, une pile de livres, mes préférés. Chacun a reçu un reçu pour le service Internet au débit que je payais. C'était un processus lent et méthodique, une comptabilité silencieuse. Je faisais mes valises, et je faisais mes preuves que j'étais celle qui les maintenait à flot. Chaque reçu attaché était une facture silencieuse et irréfutable de leur trahison. Je pouvais entendre leur voix se rapprocher de la porte. Alors qu'ils entraient dans le couloir, leur volume a baissé. J'ai entendu les tons plus doux de ma mère se joindre aux leurs sur le palier. Elle devait être montée pour voir quel était ce remue-ménage. Est-ce qu'elle est difficile, a chuchoté ma mère. Non, elle est juste assise là, a chuchoté Cathy en retour, agacée. C'est si bizarre, comme si elle n'écoutait même pas, il y eut une pause, un léger soupir. Puis vinrent les mots qui ont rompu le dernier fil d'espoir que j'aurais pu nourrir pour la conscience de ma mère. Eh bien, a-t-elle murmuré, sa voix pleine d'une résignation lasse qui était une trahison en soi. Je suis sûr qu'elle comprend comment sont les choses. C'est une fille pratique. Une fille pratique ? L'expression a atterri comme une gifle. La praticité était mon rôle assigné, mon fardeau. Cela signifiait que j'étais celle qui devait absorber la douleur, accepter l'injustice, m'écarter tranquillement pour que d'autres puissent avoir ce qu'ils voulaient sans conséquence. J'étais censé comprendre. J'étais censé leur faciliter la tâche. J'ai attendu que leur pas s'estompe en bas des escaliers, suivi d'une nouvelle explosion de rire forcé depuis le salon. Puis j'ai reporté mon attention sur la deuxième petite pile sur ma table de chevet, mon téléphone. Je l'ai déverrouillé, l'écran projetant une lumière pâle sur mon visage. J'ai envoyé un SMS au contact intitulé « Alden ». Tous les éléments sont en place pour 10 heures. Confirmation des documents, du calendrier et de votre présence en tant que témoin. La réponse est revenue en moins de 10 secondes. Comme je m'y attendais. Confirmé. Je serai ponctuel. À demain, marin. J'ai fermé le message et j'ai pris une profonde et régulière inspiration. Une dernière préparation. J'ai glissé vers mon ordinateur portable qui était ouvert sur mon bureau. J'ai cliqué sur « Imprimer ». Dans le silence de la pièce, le doux ronronnement de mon imprimante sans fil en bas dans le bureau était presque imperceptible. C'était un son que personne d'autre ne remarquerait par-dessus la musique de Noël et le commentaire de football que Tom avait remis. Quelques secondes plus tard, il s'est tu. En bas, dans le bac de sortie, se trouvait une copie nette et propre d'un document que j'avais passé des années à préparer, une copie certifiée de l'acte de vente pour 142 Maple Hollow. L'acte final de la nuit était pour moi. J'ai affiché une photo sur mon téléphone, un scan haute résolution que j'avais pris de la dernière page de l'acte. J'ai zoomé sur le sceau rouge en relief du bureau de l'enregistrement du comté de Willow, le cachet officiel qui rendait tout cela réel, légal et absolu. J'ai défini l'image comme mon nouvel écran de verrouillage. C'était une promesse à moi-même, un rappel de la réalité froide, dure et légale qui était sur le point d'entrer en collision avec leur fiction confortable et égocentrique. J'ai dormi exactement 6 heures. Quand je me suis réveillé à 7 heures, le monde extérieur à ma fenêtre était feutré et blanc. La légère neige de la veille s'était intensifiée pendant la nuit, recouvrant la ville d'un silence épais et isolant.
C'était parfait. Le temps garderait tout le monde à l'intérieur, un public captif. J'ai pris une douche et je me suis habillé avec ma meilleure tenue de travail, un blazer gris anthracite, un pantalon de tailleur, un simple chemisier en soie, une armure. Quand je suis descendu, la maison était un champ de ruines du matin de Noël. Du papier cadeau déchiré, des boîtes vides et des assiettes sales jonchaient le salon. Les Hansen étaient déjà réveillés, regardant un journal télévisé du matin à un volume assourdissant. Madame Hansen m'a jeté un coup d'œil alors que je me versais une tasse de café, ses yeux scrutant mes vêtements avec un reniflement dédaigneux. « Tu vas déjà à un entretien d'embauche ? Bien pour toi. » Proactive. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris mon café et je me suis tenu près de la fenêtre avant, regardant la neige tomber. J'ai suivi les minutes sur mon téléphone. L'image du seau rouge, une petite pulsation de pouvoir constante sous mon pouce. 9h58, la neige tombait en flocons épais et paresseux. Je pouvais entendre Cathy et Tom bouger à l'étage, admirant probablement l'espace vide qu'ils avaient déjà revendiqué dans leur esprit. Mes parents étaient dans la cuisine, leur murmure bas et indistinct. Une paix fragile et temporaire s'était installée sur la maison, le calme avant la tempête que j'avais invoquée. 9h59, je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai posé ma main sur le laiton froid de la poignée. Mon propre reflet était un faible fantôme dans le verre biseauté. Mon visage était calme, mes yeux clairs. Je ne ressentais aucune peur, aucune hésitation, juste un profond sentiment d'inévitabilité. J'avais construit ce moment, pièce par pièce douloureuse, et il était enfin là. 10h, la sonnette a retenti. Le son n'était pas le joyeux carillon musical pour lequel il avait été conçu. Dans le silence tendu de la maison, c'était une sommation perçante et autoritaire, un coup de marteau contre la porte. Dans le salon, le bavardage de la télévision a brusquement cessé. Toutes les têtes se sont tournées. Tom et Cathy sont apparus en haut des escaliers. Leur visage un mélange de curiosité et d'agacement. Mon père a émergé de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. La silhouette de l'autre côté de la vitre était une grande silhouette contre le mur de neige blanche. Il portait un pardessus gris foncé, des flocons de neige fondant sur ses épaules. Il tenait une belle mallette en cuir structurée dans une main. C'est Madame Hansen qui a rompu le silence, sa voix aiguë et impatiente alors qu'elle plissait les yeux vers la porte. Une livraison le lendemain de Noël ? Et puis quoi encore ? Tous les yeux étaient tournés vers la porte, vers l'étranger qui attendait dehors. Personne ne me regardait. J'ai fait un seul pas en avant, mes mains reposant toujours sur la poignée de porte. J'ai laissé un petit sourire crispé toucher mes lèvres. Non, ai-je dit, ma voix claire et stable dans le silence soudain et absolu de la pièce. Pas une livraison. J'ai tourné la poignée, tirant la lourde porte vers l'intérieur pour révéler le visage calme et professionnel de mon avocat, Monsieur Alden. J'ai regardé les 6 visages stupéfaits de ma famille. Un transfert de pouvoir. Monsieur Alden a franchi le seuil, apportant une rafale d'air froid et enneigé dans la pièce soudainement silencieuse. C'était un homme d'une 50aine d'années, grand et impeccablement vêtu, avec un visage qui semblait avoir été sculpté dans le granit, puis chargé de mémoriser l'ensemble du code juridique de l'État. Il a jeté un seul regard circulaire qui a englobé les 6 visages stupéfaits devant lui, son expression illisible. Il a refermé la porte derrière lui avec un clic doux et définitif. « Bonjour », a-t-il dit, sa voix un baryton calme et résonnant qui a percé la tension. « Je m'appelle Arthur Alden. Je suis avocat. » Il est passé devant moi, ses chaussures en cuir coûteuses ne faisant aucun bruit sur le parquet, et a posé sa mallette carrément au centre de la table de la salle à manger. Le mouvement était délibéré, un acte de revendication de territoire avec 2 claquements métalliques secs. Il a défait les loquets. Le son était anormalement fort dans le silence de mort de la maison. C'était le son d'une horloge sonnant minuit, d'un jeu se terminant. Il a ouvert la mallette et a commencé à en sortir des dossiers, les disposant en piles nettes sur le bois poli. Il n'a regardé personne en parlant, son attention entièrement concentrée sur les documents devant lui. « Je suis ici ce matin », a-t-il commencé, son ton purement informatif, comme s'il donnait un bulletin météorologique. Pour clarifier le statut de propriété et les droits de résidence relatifs à cette propriété située au 142 Maple Hollow Lane, comté de Willow. Il a fait une pause, laissant le langage juridique formel s'installer sur la pièce comme un linceul. Tom, toujours debout en haut des escaliers, a fait un demi-pas en avant. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qui êtes-vous » Alden n'a pas levé les yeux. Comme je l'ai dit,
mon nom est Arthur Alden et ceci, a-t-il dit en tapotant le document supérieur de la première pile, est une copie d'un avis de défaut déposé par Northwood Financial auprès du bureau de l'enregistrement du comté de Willow il y a 94 jours. Il a regardé directement mon père pour la première fois. Monsieur O'Reilly, vous reconnaîtrez ce document. Il vous a été envoyé par courrier recommandé et vous l'avez signé. Il vous informait qu'en raison d'un non-paiement important et soutenu de votre prêt hypothécaire à taux variable, le prêteur activait la clause d'accélération et entamait une procédure de saisie. La couleur a quitté le visage de mon père. Il a regardé ma mère, un rapide regard paniqué qui était une confession complète. Elle l'a regardé en retour, ses yeux grands ouverts d'une connaissance partagée et nauséabonde. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Toute cette mascarade d'expulsion de Noël n'était pas seulement cruelle. C'était une tentative désespérée de dernière minute pour s'assurer un toit sur leur propre tête en me jetant dehors avant que la banque ne le fasse pour nous tous. Ils essayaient de battre la montre et ils venaient de manquer de temps. C'est un mensonge. C'est impossible, a crié Cathy depuis les escaliers, sa voix se brisant de rage enfantine. Elle a descendu les escaliers en courant dans le salon, son visage contorsionné. C'est la maison de mes parents. Ils en sont propriétaires. Vous ne pouvez pas juste entrer ici et dire des choses comme ça. Le regard de Monsieur Alden est resté fixé sur mon père. Est-ce un mensonge, Monsieur O'Reilly, a-t-il demandé, sa voix baissant d'un registre. Mon père a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il a juste secoué la tête, un petit geste de défaite. Alden a reporté son attention sur ses dossiers. Suite à la période de préavis légalement requise pendant laquelle le défaut n'a pas été corrigé. Le prêteur a procédé comme prévu. Il y a 62 jours, un avis de vente par fiducie a été publiquement affiché. La vente a été programmée, annoncée et menée en totale conformité avec la loi de l'État. Il a pris le deuxième document. Ceci est le procès-verbal officiel de cette vente, une vente aux enchères publiques tenue sur les marches du palais de justice du comté de Willow il y a 30 jours. Il a fait glisser le document sur la table. Il a glissé sur le bois et s'est arrêté juste devant les mains tremblantes de mon père. Les autres se sont attroupés, scrutant le papier comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Je pouvais voir l'entête officielle, les colonnes de texte juridique, les chiffres en gras. Cathy a pointé un doigt sur la page. Je ne comprends pas ça. Qui est Pioneer Meridian? Qu'est-ce que c'est? Pioneer Meridian Trust Escrow était l'enchérisseur gagnant lors de la vente aux enchères, a simplement déclaré Alden. L'offre finale, comme vous pouvez le voir, était pour le montant total de la dette impayée plus tous les frais associés. La transaction était un achat au comptant, finalisé en 72 heures. Les fonds ont été transférés, le titre a été apuré et la vente a été enregistrée. Il a laissé cela s'assimiler. La propriété précédente a été éteinte. La maison a été vendue. Une vague de chaos frais a éclaté. Tom s'est effondré sur le fauteuil le plus proche comme si ses jambes l'avaient lâché. Vendu? Que voulez-vous dire? Vendu à qui? Monsieur Hansen a laissé échapper un court et rauque aboiement de rire. Un son de pure incrédulité. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je ne suis jamais autre chose que sérieux lorsqu'il s'agit d'actes enregistrés et de titres transférés, a répondu Alden, sa voix toujours anormalement calme. Il a regardé Cathy qui le fixait, son esprit clairement incapable de traiter l'information. Pour répondre à votre question, Pioneer Meridian Trust Escrow est, comme son nom l'indique, un trust, une entité juridique utilisée pour détenir des actifs. Ce n'est cependant pas le propriétaire effectif. Il a fait une pause, ses yeux se déplaçant lentement de Cathy à Tom, au Hansen, à mes parents, avant de finalement se poser sur moi, là où je me tenais silencieusement près de la porte. Le seul bénéficiaire de ce trust, l'individu qui a fourni les fonds pour l'achat, le nouveau propriétaire légal et incontesté de cette propriété, a-t-il annoncé, sa voix résonnant d'une finalité absolue. Et Madame Marin O'Reilly. L'explosion n'a pas été de son, mais de silence. Un vide épais et suffocant qui a aspiré tout l'air de la pièce. 6 visages, 6 masques d'horreur incrédules. Tous tournés vers moi. Ils me regardaient comme s'ils ne m'avaient jamais vraiment vu auparavant. L'assistante silencieuse, la fille pratique, l'utilité familiale. Cette personne venait de disparaître, remplacée par cette étrangère qui venait de leur acheter leur monde. La mâchoire de Tom était tombée.
Le rire amer de Monsieur Hansen était mort dans sa gorge, remplacé par une fureur rouge et marbrée. Madame Hansen avait l'air d'avoir été changée en pierre. Cathy secouait simplement la tête d'avant en arrière, murmurant « Non, 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 non ». Ma mère a été celle qui a finalement trouvé sa voie. Marin, a-t-elle soufflé. Le seul mot, un univers de confusion et de trahison. Qu'est-ce que c'est? C'est une blague, n'est-ce pas? Une blague horrible et cruelle. Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers la table de la salle à manger et j'ai posé mon propre dossier, celui que j'avais préparé. Je l'ai ouvert et j'ai sorti la première page. Ce n'est pas une blague, ai-je dit, ma voix aussi égale et calme que celle d'Alden. Ceci, j'ai fait glisser le document vers eux. Est le registre des loyers et le relevé actuel de mes 6 autres propriétés d'investissement. Ils ont fixé la feuille de calcul. C'était une grille nette d'adresses, de noms de locataires, de dates de début et de fin de bail, de loyers mensuels et de revenus depuis le début de l'année. Northbridge, centre-ville, les banlieues, 6 propriétés, 6 flux de revenus. Ceci est une évaluation du marché et un rapport d'inspection pour chaque propriété, ai-je continué, en plaçant un document épais et relié sur le premier, avec des photographies, des expertises récentes et des attestations d'assurance. Je l'ai ouvert à une page au hasard montrant une maison de style colonial d'aspect joyeux avec une pelouse parfaitement entretenue. Celle-ci, par exemple, rapporte plus de $3 000 par mois. Le locataire est une charmante famille de 4 personnes. Enfin, j'ai sorti une seule enveloppe de couleur crème. Et ceci est une lettre de mon conseiller en gestion de patrimoine à la banque. J'ai sorti la lettre et je l'ai posée sur la pile. Le logo de la banque était en relief en haut. J'ai lu la ligne clé à haute voix pour eux. Nous sommes heureux de confirmer que notre précieuse cliente, Madame Marin O'Reilly, détient un portefeuille substantiel et diversifié avec un ratio dette actif remarquablement bas. Son historique de paiement sur tous les comptes gérés est, et a toujours été, parfait. La pièce était un tableau de réalité brisée. Le récit qu'ils avaient construit sur moi, la pauvre assistante en difficulté sans avenir, venait d'être systématiquement, brutalement démantelé et remplacé par une vérité qu'il ne pouvait pas comprendre. Ma mère a pris la lettre de la banque avec une main qui tremblait si fort que le papier cliquetait. Elle a regardé mon nom, puis la liste des propriétés, puis de nouveau moi. Son visage était une ruine de confusion. Marin, quand, a-t-elle chuchoté, sa voix à peine audible. Quand as-tu? Comment as-tu fait tout ça? Je l'ai regardé, la femme qui était restée là pendant que sa fille se faisait expulser. La femme qui l'avait appelée, une fille pratique qui comprendrait sûrement. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de pitié, juste la finalité froide et propre d'une transaction achevée. J'ai commencé, ai-je dit, ma voix précise et claire, chaque mot une aiguille parfaitement aiguisée. La nuit où je t'ai entendu pleurer dans la cuisine à propos du prêt hypothécaire à taux variable de papa. Puis j'ai tourné les yeux vers Cathy, qui se tenait figée sur place. Le sourire arrogant d'hier maintenant un masque d'horreur à la mâchoire pendante. Mais je me suis vraiment engagé, ai-je ajouté, laissant mon regard balayer chacun d'entre eux. Les 6 personnes qui avaient été si impatientes de me voir partir. Le jour où ma sœur m'a dit que la propriété commune n'a pas besoin de serrure. Monsieur Alden a laissé le silence s'étirer, laissant le poids total de sa dernière déclaration s'installer sur eux. Il a observé leur visage stupéfait et horrifié avec l'air impassible d'un biologiste observant des spécimens sous un microscope. Quand il a jugé le moment opportun, il a de nouveau fouillé dans sa mallette. Il a sorti 2 épaisses piles de papier, chacune soigneusement attachée avec une pince. Il les a placées côte à côte sur la table de la salle à manger, créant 2 options distinctes et inévitables. Maintenant, a-t-il dit, sa voix coupant nettement la paralysie qui s'était emparée de la pièce. Passons à l'affaire en cours. En tant que nouvelle propriétaire, Madame O'Reilly a pleine autorité légale pour déterminer l'occupation de cette résidence. Elle a gracieusement décidé de vous présenter 2, et seulement 2, voies possibles. Il a fait glisser la première pile vers le centre de la table. Ceci est l'option A. C'est un contrat de location résidentielle standard au mois. Il vous permettrait de rester dans cette maison en tant que locataire. Puis il a fait glisser la deuxième pile, légèrement plus mince, à côté. Et ceci est l'option B. C'est un avis formel de quitter les lieux. Il exige que tous les occupants actuels non propriétaires se retirent, eux et leurs biens personnels, de ces locaux dans un délai de 14 jours calendaires.
Le non-respect entraînera le dépôt immédiat d'une poursuite en expulsion illégale. L'air, qui avait été épais de choc, crépitait maintenant d'une nouvelle énergie frénétique, un bail, un avis de quitter les lieux. C'étaient les termes froids et impersonnels des affaires, pas de la famille. Mon père a été le premier à réagir, tendant une main tremblante vers le contrat de location, ses yeux parcourant la première page, son visage pâlissant à chaque ligne qu'il lisait. Monsieur Hansen, se remettant de son choc initial, s'est avancé lourdement et a arraché une copie de la pile. Il a feuilleté les pages, sa respiration devenant plus lourde. Les termes du bail ne sont pas négociables, a poursuivi Alden, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Je vais vous en résumer les points clés. Premièrement, le loyer. Il a nommé un chiffre, un nombre précis à 4 chiffres qui avaient été méticuleusement calculés pour être la valeur locative exacte du marché pour une maison de cette taille dans ce quartier spécifique de Maple Hollow. Selon la dernière analyse du marché, ce montant est dû en totalité le premier de chaque mois, sans période de grâce. Tout retard de paiement entraînera une pénalité immédiate de 10%. Un son étranglé et étouffé est venu de Monsieur Hansen. Il a fixé le nombre sur la page comme s'il s'agissait d'un coût physique. Le chiffre était probablement plus élevé que le paiement hypothécaire de la maison qu'il avait joyeusement vendue pour financer sa retraite tranquille. Le coût exorbitant de ne plus vivre gratuitement lui apparaissait en temps réel. Mais c'est scandaleux, a-t-il balbutié, son visage devenant rouge et marbré. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. C'est le taux du marché, a répondu froidement Alden sans le regarder. Madame O'Reilly dirige une entreprise, pas une œuvre de charité. Deuxièmement, a-t-il poursuivi, les services publics. À compter d'aujourd'hui, les comptes de services publics existants au nom de Madame O'Reilly seront fermés. Pour rester, vous devrez ouvrir de nouveaux comptes à vos propres noms pour l'électricité, l'eau, le gaz et Internet. La propriété est actuellement sur un seul ensemble de compteurs. Le bail stipule que vous serez responsable du coût de l'installation par un entrepreneur agréé de sous-compteurs pour mesurer séparément la consommation de la maison principale et de la dépendance. Ces travaux doivent être terminés dans les 30 jours, à vos frais. Ils démantelaient systématiquement tout leur mode de vie. Plus de parasitisme sur mes comptes. Plus de pots communs auxquels ils n'avaient pas à contribuer. Chaque kilowatt, chaque gallon d'eau serait désormais comptabilisé. Troisièmement, a dit Alden, sa voix implacable. Entretien et réparation. Le propriétaire, Madame O'Reilly, sera responsable de l'entretien majeur de la structure et des systèmes, comme l'exige la loi. Toutes les autres réparations, y compris les problèmes de plomberie mineure, les problèmes d'appareils électroménagers et l'entretien général, sont de la responsabilité des locataires. Aucune modification, réparation ou ajout non autorisé à la propriété n'est autorisé. Tous les travaux doivent être approuvés par écrit et effectués par un professionnel agréé et assuré. Ses yeux ont vacillé un instant vers Tom, qui avait l'habitude de réparer les choses dans la maison avec du ruban adhésif et une confiance mal placée. Cathy, qui était restée figée, est finalement sortie de sa transe. Son visage s'est crispé, les larmes familières montant à ses yeux. C'étaient l'arme qu'elle avait utilisée contre moi toute sa vie. Elle s'est tournée vers moi, sa voix un gémissement pathétique et suppliant. Marin, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes sœurs. C'est notre maison. Tu ne peux pas simplement nous faire payer. Nous faire payer un loyer. Ne peux-tu pas juste nous laisser rester quelques mois, juste pour que nous nous organisions? J'ai croisé son regard rempli de larmes. Pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Le vieux déclencheur, l'instinct enraciné de l'apaiser, de céder, avait disparu. J'ai simplement levé la main et pointé un doigt unique et stable sur un paragraphe du contrat de location devant elle. Paragraphe 17, défaut et recours. Lis cette ligne, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Ses yeux brouillés de larmes, elle a eu du mal à se concentrer sur le texte. Je l'ai regardé lire les mots à voix haute, sa voix à peine un murmure. Le non-paiement à la date d'échéance constitue une violation substantielle de cet accord et entraînera l'évaluation immédiate de frais de retard et le début d'une procédure d'expulsion comme le permet la loi. J'avais écrit cette clause moi-même. Elle a levé les yeux vers moi, sa dernière arme ayant échoué, les larmes étaient inutiles contre le noir et blanc d'un contrat. Mon père, voyant l'appel de sa fille échouer, a décidé d'essayer le sien. Il est venu à mes côtés, posant une main sur mon bras, cela ressemblait au contact d'un étranger. Marin, ma chérie, a-t-il commencé, sa voix basse et conspiratrice, la voix qu'il utilisait quand il voulait faire disparaître un problème.
C'est beaucoup à encaisser. Ne pouvons-nous pas simplement en parler en famille? Il peut sûrement y avoir une certaine indulgence, un compromis. J'ai retiré mon bras de son contact. Je l'ai regardé droit dans les yeux, l'homme qui était resté silencieux pendant que sa femme et sa fille prévoyaient de me mettre à la rue. J'ai essayé de parler en famille, ai-je dit, ma voix froide et dure comme de l'acier. J'ai fait ça pendant 32 ans. Ça m'a valu une chaise près de la porte qui laisse passer les courants d'air et un préavis de 7 jours pour partir. Cette partie de notre relation est terminée. Aujourd'hui, je ne suis pas votre fille. Je suis votre propriétaire. Et le travail d'un propriétaire est de percevoir le loyer, pas d'être un bouclier pour les mauvaises décisions des autres. Mes mots flottaient dans l'air. Une déclaration d'indépendance finale et brutale. Mon père a reculé comme si je l'avais frappé physiquement. Peut-être devrais-je clarifier l'alternative, est intervenu M. Alden en douceur, sentant l'effondrement de toute négociation ultérieure. Il a pris l'avis de quitter les lieux. Si vous choisissez l'option B, ou si vous signez le bail et que vous ne respectez pas ces conditions par la suite, nous procéderons à une expulsion formelle. Je veux que vous compreniez tout ce que cela implique. Il a regardé chacun d'eux à tour de rôle, s'assurant d'avoir leur pleine attention terrifiée. Une poursuite en expulsion illégale est un dossier public. Une fois déposée, elle est consultable. Un jugement contre vous, que je vous assure nous obtiendrions, apparaîtrait sur vos rapports de crédit pendant jusqu'à 7 ans. Il vous serait extrêmement difficile, voire impossible, de louer une autre propriété auprès d'une société de gestion réputée. Cela peut être un motif de refus de certaines licences professionnelles. Dans certains cas, cela peut même affecter les opportunités d'emploi. Vous seriez marqué aux yeux de la loi et du monde financier comme des locataires à haut risque et indésirables. Il a reposé l'avis sur la table. Le choix, bien sûr, vous appartient. C'était un échec et mat. Il n'avait pas élevé la voix. Il n'avait pas menacé. Il avait simplement exposé les mécanismes froids et durs de la loi, et ce faisant, leur avait montré l'abîme terrifiant qui se trouvait juste au-delà de leur défiance. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'y avait pas de troisième option. La combativité les a tous quittés d'un coup. L'indignation furieuse, les supplications, les fanfaronnades, tout s'était évaporé, laissant derrière un résidu de peur pure et désespérée. Mon père a été le premier à céder. Avec un profond soupir de défaite, il a pris le stylo qu'Alden avait posé sur la table. Il a trouvé la ligne de signature sur le contrat de location de la maison principale et a signé son nom. Ma mère, son visage un masque pâle et strié de larmes, a signé en dessous de lui sans un mot. Tom les a regardés, la mâchoire si serrée qu'un muscle pulsait sur sa joue. Il a arraché le stylo des mains de mon père et a griffonné sa signature à côté de la ligne de Cathy avec un trait violent et rageur d'encre. Cathy, les épaules secouées de sanglots silencieux, a pris le stylo et a ajouté sa propre signature tremblante et tachée de larmes. Restaient les Hansen. Monsieur Hansen se tenait rigide, les bras croisés sur sa poitrine dans un dernier geste de résistance pathétique. Nous ne signerons pas, a-t-il grogné. C'est de la coercition. C'est un contrat, l'a corrigé Alden. Vous êtes libre de le refuser, auquel cas votre préavis de 14 jours commence maintenant. Madame Hansen a regardé son mari, ses yeux grands ouverts de panique. John, où irions-nous? Nous avons vendu l'appartement. Nous n'avons nulle part où aller. C'était la dernière information cruciale que j'attendais. Ils avaient brûlé leur pont. Ils avaient été si certains de leur victoire, si sûrs de leur nouvelle maison permanente, qu'ils ne s'étaient laissé aucune retraite. La combativité a quitté le visage de M. Hansen, remplacé par le regard gris et hagard d'un homme qui venait de tout perdre. Il s'est dirigé vers la table, a pris le contrat de location de la dépendance et a signé son nom. Sa femme a suivi, sa signature un gribouillis à peine lisible. C'était fait. J'ai regardé les 6 d'entre eux, dispersés dans la salle à manger comme les survivants d'un naufrage. Moins de 24 heures auparavant, ils formaient un front triomphant et unifié, célébrant mon exil imminent. Ils détenaient tout le pouvoir. Maintenant, leur signature séchait sur un document juridique qui les liait à moi. Leur propriétaire. Les 6 personnes qui avaient essayé de me mettre à la porte étaient maintenant légalement obligées de me payer pour le privilège de rester. Le renversement était absolu. Le pouvoir n'avait pas seulement changé de camp. Il avait été transféré en totalité, d'un coup de 6 stylos. Avec la dernière signature séchant sur le dernier bail,
un nouveau type de silence est tombé sur la pièce. Ce n'était pas le silence stupéfait et incrédule d'avant, mais le silence lourd et suffocant de la défaite totale. Ils n'étaient plus une famille complotant une expulsion. Ils étaient 6 individus, maintenant légalement liés par 2 contrats distincts et impitoyables. Monsieur Alden a soigneusement rassemblé ses copies des documents signés, les a placés dans sa mallette, et a refermé les loquets avec un son de finalité profonde. Il m'a fait un léger signe de tête, presque imperceptible, puis s'est retourné et est parti sans un autre mot, refermant doucement la porte d'entrée derrière lui. La rafale d'air froid qu'il avait laissé entrer avait disparu. Maintenant, ils étaient piégés ici avec moi. J'ai avancé au centre de la pièce, prenant la position d'autorité qui était maintenant officiellement la mienne. Ils m'ont observé, leurs yeux remplis d'un mélange de peur, de haine, et d'un respect naissant et horrifié. Soyons parfaitement clairs sur la façon dont les choses vont se dérouler à partir de maintenant, ai-je commencé, ma voix dénuée de toute émotion. C'était le même ton que j'utilisais pour dicter les termes d'un contrat commercial complexe. Il y a 2 baux, un pour la maison principale signé par vous 4, j'ai fait un geste vers mes parents, Cathy et Tom, et un pour la dépendance signée par M et Madame Hansen. J'ai fait une pause, laissant mon regard parcourir chaque visage misérable. Ce sont des accords juridiques distincts. Vos finances ne sont plus liées aux yeux de la propriété de ce bien. Si un foyer fait défaut, il ne sera pas de la responsabilité de l'autre de couvrir le manque à gagner. Chaque bail tient ou tombe de lui-même. Il n'y aura pas de couverture mutuelle. Il n'y aura pas d'arrangements familiaux. Il n'y a que le contrat. C'était la première coupe, la plus cruciale. Je sectionnais la codépendance dysfonctionnelle qui leur avait permis de survivre si longtemps. Maintenant, ils étaient 2 entités financières isolées, chacune responsable de sa propre survie. De plus, ai-je continué, vous n'aurez plus de contact direct avec moi concernant cette propriété. Toutes les communications, les demandes d'entretien, les questions sur le bail, et surtout, tous les paiements seront gérés exclusivement par mon agent désigné. J'ai sorti une carte de visite de la poche de mon blazer. Voici Maple Ridge Property Management. Vous recevrez un email de leur part cet après-midi avec des instructions pour configurer vos portails de locataires en ligne. Votre loyer au prorata pour le reste de ce mois, plus le dépôt de garantie comme indiqué dans vos baux, est dû avant 17 h ce soir. Leur système accepte les cartes de crédit si cela peut vous aider. La pique subtile sur leur probable manque de liquidité a atterri exactement comme prévu. Je suis ensuite entré dans le petit bureau à côté de la salle à manger, celui que Cathy avait déclaré ne pas avoir besoin de serrure. De mon dossier, j'ai sorti un pen dormant tout neuf, encore dans son emballage, et la clé qui allait avec. J'ai posé la serrure sur le bureau. Cette pièce contient les archives historiques de la propriété et le panneau de câblage central. Ce n'est plus un espace commun. C'est une buanderie et un local de stockage à l'usage exclusif du propriétaire. Il sera sécurisé. J'ai ensuite pris la clé et je l'ai mise dans ma poche. Le symbolisme ne leur a pas échappé. Maintenant, ai-je dit en prenant un presse-papier de mon sac. Je vais effectuer une inspection formelle d'emménagement pour documenter l'état actuel des biens de la propriété. J'ai commencé par la cuisine. J'ai cliqué sur mon stylo et j'ai commencé à parler d'un ton clair et détaché, comme s'il n'était même pas là. Cuisine, réfrigérateur, marque Meta. Numéro de série. J'ai ouvert la porte et j'ai lu le numéro sur le panneau intérieur. Note, légère rayure sur la porte gauche. Toutes les étagères présentes. Fonctionnel. Je suis passé à la cuisinière. Four, marque General Electric. Les 4 brûleurs sont opérationnels. La lumière du four est éteinte. Le locataire sera responsable du remplacement de l'ampoule. J'ai traversé la maison comme une étrangère. Un recenseur de leur ruine. À chaque article que je documentais, je sentais leur humiliation s'approfondir. C'était leur maison, remplie de leurs affaires, de leurs souvenirs, et je la traitais comme un actif stérile et dépréciable, ce qu'elle était exactement maintenant. Quand je suis arrivé dans le salon, Tom, qui était toujours affalé dans le fauteuil, a grogné. C'est ridicule. Nous vivons ici. Vous êtes locataire ici, les jeux corrigés sans lever les yeux de mon presse-papier. Et cette inspection protège les 2 parties. Elle garantit que vous ne serez pas tenu responsable des dommages préexistants, et elle garantit que je pourrai vous facturer tout nouveau dommage que vous causerez pendant votre location. J'ai pris une photo d'une tache d'eau au plafond avec mon téléphone, le flash faisant sursauter ma mère.
Après avoir documenté la maison principale, je suis passé à la dépendance. Les Hansen se tenaient près de la porte, rigides et silencieux, pendant que je photographiais leurs meubles par rapport au mur et que je notais l'état de la moquette. L'ensemble du processus a duré 45 minutes. 45 minutes de domination procédurale froide qui ont dépouillé tout dernier vestige de leur autorité familiale. Mes dernières tâches concernaient le contrôle. Je me suis dirigé vers le petit meuble à clé en bois près de la porte arrière où une rangée de crochets contenait les clés de chaque serrure de la maison. J'ai localisé celle marquée « Passe-partout ». Je l'ai décrochée. Puis j'ai pris la clé de rechange de la porte d'entrée. Je les ai tenues un instant. Celles-ci ne sont plus nécessaires. Je les ai glissées dans ma poche. Un serrurier de Maple Ridge sera ici demain matin à 9 h pour changer les serrures de la porte d'entrée, ai-je annoncé à la cantonade. Vous recevrez chacun une nouvelle clé conformément à votre bail. Vous n'êtes pas autorisé à en faire des copies. Toutes les serrures sont désormais la propriété et la responsabilité du propriétaire. Je me suis tenu devant eux une dernière fois. Mon inspection terminée. Mes nouvelles règles établies. Ma valise, celle que j'avais remplie de mes factures attachées, était près de la porte. Mais je n'allais pas la prendre. Elle avait servi son but en tant qu'accessoire. Je programmerai la première des inspections trimestrielles dans environ 90 jours, ai-je dit. Vous recevrez, bien sûr, le préavis écrit légalement requis de 24 heures. C'était le dernier tour de vis, la promesse de mon intrusion continue et légalement sanctionnée dans leur vie. J'ai regardé autour de la pièce, les lumières clignotantes de Noël qui semblaient maintenant se moquer d'eux, les débris de leur fête volée, leurs 6 visages brisés. Ce n'est plus notre maison, ai-je dit, ma voix calme, mais portant à chaque coin de la pièce. C'est une propriété locative. Je vous suggère de commencer à la traiter, ainsi que vos obligations envers elle, comme telle. Et sur ce, j'avais fini. Je n'ai plus regardé aucun d'entre eux. Je me suis dirigé vers le hall d'entrée, mais au lieu de prendre ma valise, j'ai pris une petite boîte en carton par terre près du porte-manteau. C'était tout ce que j'avais jamais eu l'intention de prendre. À l'intérieur se trouvait une seule photographie encadrée en argent de ma grand-mère. Son sourire chaleureux et sincère. Glissé derrière, se trouvait le reçu original tamponné du bureau des impôts du comté de Willow. Celui qui prouvait que j'étais celle qui avait sauvé cette maison il y a 2 ans. Je suis sorti par la porte d'entrée et je n'ai pas regardé en arrière. Je ne l'ai pas claqué. Je l'ai fermé doucement. Le clic du loquet, le seul son. Le monde extérieur était plus lumineux. La forte neige avait cessé et un pâle soleil hivernal perçait à travers les nuages. L'air était pur, froid et vif dans mes poumons. Ma voiture était la seule dans l'allée à ne pas être recouverte d'une épaisse couverture de neige. Je l'avais garée dans la rue la nuit dernière, me séparant déjà. Le trajet de retour à mon propre appartement à Northbridge était calme. Les rues étaient pour la plupart vides, le monde somnolent encore dans une brume post-vacances. Quand je suis entré dans mon propre espace, le silence était un réconfort. C'était un appartement minimaliste décoré dans des tons froids de gris et de blanc avec des lignes épurées et sans désordre. C'était un espace qui était entièrement, sans équivoque, le mien. Je me suis dirigé vers la cuisine moderne et élégante et j'ai posé la seule clé de ma propre porte d'entrée sur le comptoir en quartz. Puis j'ai sorti la petite boîte, j'ai posé la photo de ma grand-mère sur le comptoir, et j'ai rangé le reçu fiscal dans un dossier, un morceau d'histoire archivé et clos. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Sur l'écran se trouvait ma liste de choses à faire pour la semaine à venir. Le premier élément était, finaliser l'acquisition du duplex de la rue Miller. Toute cette épreuve, cet événement sismique qui a changé ma vie, n'était qu'une transaction. C'était déjà du passé. J'avais une nouvelle affaire sur laquelle me concentrer. Mon téléphone a vibré sur le comptoir à côté de moi. J'ai décroché. C'était une notification automatisée du logiciel de gestion immobilière de Maple Ridge. Paiement reçu, locataire Richard O'Reilly. Montant, loyer au prorata plus dépôt de garantie. Propriété, 142 Maple Hollow. Un deuxième bourdonnement. Quelques instants plus tard, paiement reçu, locataire John Hansen. Montant, loyer au prorata plus dépôt de garantie. Propriété, 142 Maple Hollow Suite B, ils n'avaient même pas attendu la date limite de 17 heures. Ils avaient payé immédiatement. La peur avait fonctionné. J'ai navigué vers le gestionnaire de tâches sur mon ordinateur.
J'ai trouvé l'entrée que je m'étais faite il y a des semaines. Exécuter la récupération du 142 Maple Hollow-LAN. J'ai coché la case à côté. Une ligne satisfaisante est apparue à travers le texte. Terminé. Je me suis tenu dans le calme de ma propre maison, le pâle soleil de l'après-midi filtrant à travers les grandes fenêtres. Pour la première fois, le silence n'était pas une absence de leur bruit. Ce n'était pas un espace vide et solitaire. C'était une présence. C'était le son de mes propres pensées, de mes propres plans, de mon propre avenir. C'était le son d'être libre. Et j'apprenais à l'aimer. Les 30 premiers jours ont été un tourbillon de notifications automatisées frénétiques. Le loyer au prorata et les dépôts de garantie ont été payés le jour de Noël comme demandé. Le serrurier a changé les serrures le 26 décembre. Les sous-compteurs de la dépendance ont été installés le 15 janvier, la veille de la date limite contractuelle. Le paiement, sans doute raclé dans la panique. Les nouveaux comptes de services publics ont été transférés, un processus qui, selon les emails transférés, a impliqué 3 vérifications de crédit infructueuses avant que ma mère n'ait dû utiliser l'acte de l'alliance de ma grand-mère comme garantie pour le dépôt. Puis le nouveau rythme a commencé, un rythme de silence. Je ne suis pas retourné. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas répondu aux 2 messages vocaux larmoyants et décousus que ma mère a laissés sur mon téléphone personnel, que j'ai rapidement bloqué. Mes instructions à Sarah de Maple Ridge Property Management étaient absolues. Ma relation personnelle avec les locataires est sans importance. Vous devez faire respecter le contrat de location à la lettre. Pas d'exception, pas de considération familiale, pas de prolongation, pas de clémence. Traitez-les comme vous le feriez pour n'importe quelle autre propriété locative de classe B. Pendant 3 mois, j'ai vécu ma vie. J'ai finalisé l'achat du duplex de la rue Miller. J'ai commencé des rénovations sur une petite propriété commerciale en ville. Je suis sorti. Je suis allé à la salle de sport. J'ai lu des livres dans mon appartement calme et propre. La maison de Maple Hollow-LAN est devenue ce qu'elle était toujours censée être, un actif sur un bilan, une ligne dans mon portefeuille. La première tentative de briser le pare-feu est venue précisément 90 jours plus tard, juste avant l'échéance du 3e loyer. C'était un email de Madame Hansen, envoyé directement à la boîte de réception générale de Maple Ridge et transféré à moi par Sarah avec le simple sujet, 142 Maple Hollow Suite B, une affaire de famille. L'email lui-même était un chef-d'œuvre de droit passif-agressif. Il était long, sinueux, et plein de louanges obséquieuses sur la façon dont je réussissais merveilleusement dans ma petite carrière. Il détaillait le mal de dos de son mari à cause du golf, j'ai supposé, bien qu'elle ait laissé entendre que c'était dû au stress de leur nouvelle situation et sa propre constitution délicate. Il se concluait par une demande formulée comme une conclusion acquise. Et donc, étant donné notre lien familial étroit par l'intermédiaire de Tom et Cathy, nous sommes certains qu'il y a eu un simple malentendu concernant le montant du loyer. Personne ne s'attendrait à ce qu'un membre de la famille profite de ses propres parents. Nous sommes convaincus que vous ajusterez le taux à une remise pour beaux-parents plus appropriée, peut-être juste en couvrant les impôts de base, et nous attendons avec impatience de recevoir la facture mise à jour et corrigée. Bénédiction, Carol Hansen. Ma réponse à Sarah était une seule ligne. Envoyez le modèle R04, montant du loyer non négociable. La réponse qui est revenue à Madame Hansen, moins de 10 minutes plus tard, était une belle pièce de communication d'entreprise stérile. Cher locataire Hansen, cet email confirme la réception de votre message. Conformément à votre contrat de location signé en date du 26 décembre, clause 4A, le loyer mensuel pour le 142 Maple Hollow-LAN Suite B est fixé à montant. Ce taux n'est pas négociable et reflète la juste valeur marchande actuelle. Nous vous rappelons que tous les paiements de loyer sont dus le 1er du mois. Merci pour votre location continue. Cordialement, Maple Ridge Property Management. La deuxième vague de résistance est venue, comme prévu, de Cathy. Elle ne pouvait pas me combattre avec des contrats, alors elle a essayé de me combattre avec l'opinion publique. Ses stories Instagram, autrefois un flux de photos de brunch et de planification de mariage, sont devenus un livre de critiques passif-agressif. Je viens de découvrir qui sont mes vrais amis. C'est si froid quand les gens qui sont censés vous aimer ne se soucient que de l'argent. Être adulte est difficile, mais c'est encore plus difficile quand les gens qui devraient être votre filet de sécurité sont ceux qui coupent la corde. Prière pour ceux qui ont le cœur plein de glace. Ils doivent être si seuls. Je ne les aurais jamais vus. Mais une connaissance commune du lycée m'a transféré une capture d'écran.
Salut Marin, qu'est-ce qui se passe avec ta sœur? Tout va bien? Mais Cathy, dans son magnifique égocentrisme, avait mal calculé son public. Elle n'était plus une enfant. Elle était une femme mariée, et ses vagues appels à la sympathie sonnaient creux. Le vrai drame, m'a-t-on dit, se déroulait dans les commentaires de ses publications. Une de ses amies avait écrit « Tiens bon, ma belle, c'est tellement horrible ce que tu traverses. » Et une autre amie, plus pratique, avait répondu « Attends, qu'est-ce qui se passe? Tu n'habites pas chez tes parents ?» Cathy avait répondu « C'est la maison de ma sœur maintenant, et c'est une propriétaire sans cœur. » Le commentaire assassin, celui qui l'a fait verrouiller son compte, venait d'une fille que nous connaissions toutes les deux. Mais pourquoi t'attendrais-tu à vivre gratuitement dans la maison de ta sœur? Mon propriétaire n'est pas sans cœur de me faire payer un loyer. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Son arme sociale s'était retournée contre elle. Elle apprenait que le monde avait aussi peu de patience pour sa victimisation perçue que moi maintenant. Le 3e mois, la pression financière a commencé à montrer des fissures dans les fondations. Le loyer de la maison principale n'était pas sur le portail le 1er du mois. Au lieu de cela, un message est arrivé. C'était de mon père à la direction. C'est Richard O'Reilly. Mon salaire de l'entrepôt est retardé de quelques jours. Veuillez informer le propriétaire que je paierai le loyer le 4 du mois. Cela devrait aller car nous sommes de la famille. Sarah de Maple Ridge n'a même pas eu besoin de me demander quoi faire. Le système était automatisé. À minuit le 2e du mois, le portail a automatiquement appliqué les 10% de frais de retard stipulés dans le bail. La prochaine connexion de mon père montrerait un nouveau solde plus élevé. Il n'y avait pas informer le propriétaire. Il n'y avait pas de famille. Il n'y avait que le système. Le loyer plus la totalité des frais de retard non négociables ont été payés le 4e. Puis est venue la tentative de manipulation de Tom. C'était un homme qui croyait que sa valeur résidait dans son habileté manuelle, sa capacité à troquer et à charmer pour se soustraire à ses obligations. Il a appelé directement le bureau de Maple Ridge, contournant le portail. Sarah m'a envoyé le résumé de l'appel. Écoutez, lui a-t-il dit, sa voix apparemment mielleuse de fausse bonhomie. La gouttière du côté ouest est un peu lâche et j'ai remarqué que la poignée de la porte arrière est collante. Je suis doué pour ce genre de choses. Dites à Marin que je m'en occuperai et que nous pourrons simplement considérer que ça couvre, disons, $300 du loyer. Un petit troc. Gagnant-gagnant. La réponse de Sarah a été, selon ses propres dires, joyeusement robotique. Merci d'avoir soumis une demande d'entretien pour la gouttière et la porte, monsieur Hansen. Conformément à votre contrat de location, clause 12b, il est expressément interdit à tous les locataires d'effectuer des réparations non autorisées. Tenter de le faire constitue une violation substantielle de votre bail. Nous enverrons notre propre bricoleur assuré pour évaluer la situation. Merci. Tom, a noté Sarah, avait raccroché sans un autre mot. Sa tentative d'échanger son travail non qualifié contre de l'argent réel avait heurté un mur de responsabilité légale. Il n'était pas un partenaire. Il était un locataire, et un locataire à haut risque. Le véritable test du nouveau régime est venu avec la première inspection trimestrielle. Sarah y est allée, presse-papier et appareil photo numérique à la main. Je suis resté dans mon bureau en attendant le rapport. Quand il est arrivé dans ma boîte de réception, il a brossé un tableau saisissant et détaillé de leur nouvelle réalité. La maison principale était bien rangée, de façon déprimante. Le rapport notait que le thermostat était réglé à 15 degrés Celsius au milieu d'un mois de mars froid. Le garde-manger, que Sarah était tenue de vérifier pour des signes de parasites, contenait principalement des pâtes de marque générique, des haricots en conserve et du lait en poudre. L'abondance joyeuse et gaspilleuse de leur vie antérieure avait été mise à nu. Le vrai problème, cependant, se trouvait dans la dépendance. Sous « Observation », Sarah avait écrit « Le locataire a installé un générateur à essence non autorisé et non conforme de 5000 watts sur la terrasse arrière, directement contre le mur extérieur. Une rallonge de gros calibre passe par une fenêtre fissurée, qui a été scellée avec du ruban adhésif. C'est un grave risque d'incendie et de monoxyde de carbone et une violation substantielle du bail. Monsieur Hansen, bien sûr, furieux du nouveau sous-compteur qui le facturait précisément pour le chauffage d'appoint 24H24 et 7J7 de sa femme, avait essayé de créer sa propre alimentation électrique hors réseau. Ma réponse a été immédiate. Servez-leur l'avis de remédier ou de quitter les lieux,
48 heures, violation 9C, l'équipement non autorisé et 14 A, création d'un danger. Si le générateur n'est pas complètement retiré avec tout le câblage associé et la fenêtre réparée professionnellement à leurs frais, déposez une demande d'expulsion lundi matin. Je ne suis pas allé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas confronté. J'ai simplement activé la phase suivante du système. L'avis légal, délivré par un huissier cet après-midi-là, était un message bien plus terrifiant que n'importe quel appel téléphonique en colère de ma part n'aurait pu l'être. Ils apprenaient de la manière la plus viscérale que les règles étaient réelles. Le jeu était terminé. Le générateur avait disparu le lendemain matin. Dans le silence qui a suivi, j'ai commencé à recevoir des rapports sur leur nouvelle vie, reconstitués à partir de dossiers publics et des simples et inévitables commérages d'une ville comme Maple Hollow. La transformation a été brutale et complète. Cathy, pour la première fois de sa vie d'adulte, avait trouvé un emploi. Elle était réceptionniste dans un cabinet dentaire, un poste de 30 heures par semaine qu'elle avait autrefois méprisé. J'ai fait le calcul. Son salaire net total, son premier vrai salaire, couvrirait à peine sa part d'un quart du loyer, laissant Tom payer leur nourriture, leur voiture, leur assurance et la dette qu'il avait apportée au mariage. Le lit king size et la coiffeuse étaient un rêve lointain et enfantin. Les Hansen ont été les plus durement touchés. Madame Hansen, la femme qui avait chronométré mes douches à la minute près, vendait maintenant sa précieuse collection de porcelaine antique sur Facebook Marketplace pour couvrir sa part et celle de son mari de la facture d'électricité nouvellement sous-comptée. Etage M. Hansen, l'homme de loisirs, le partenaire de golf, avait pris un emploi de gardien de nuit pour un parc de bureaux. Ses journées de cigares et de déjeuner au club étaient terminées, remplacées par des quarts de 10 heures à arpenter des couloirs vides dans un uniforme bon marché. Et mes parents, c'était la coupe la plus profonde. Mon père, qui avait défini sa retraite par son handicap de golf, avait vendu ses clubs. Il travaillait maintenant comme chargeur saisonnier dans un entrepôt de meubles local, soulevant des canapés et des commodes. Ma mère, qui autrefois jacassait sur les alliances de shopping et les trouvailles de boutique, travaillait le quart d'ouverture de 5 heures à la boulangerie de Maple Hollow, emballant le pain et nettoyant les plateaux, debout avant le lever du soleil. Les dîners dans cette maison, j'imaginais, étaient des affaires silencieuses et épuisées. Le vieux bavardage facile sur les scores de golf et les virées shopping avait disparu, remplacé par le poids écrasant et tacite du chèque de loyer dû le premier du mois. Chaque conversation sur l'argent n'était plus abstraite. Il s'agissait de survie. Ils apprenaient enfin, douloureusement, le vrai coup d'un toit. Ils apprenaient ce que cela faisait dans leurs os, dans leurs pieds endoloris et leurs dos douloureux, de payer pour l'électricité, l'eau et les impôts que, marins géraient juste. Pendant toutes ces années, ils étaient forcés de vivre dans le monde réel que j'avais habité tout du long, et ils détestaient ça. La maison au 142 Maple Hollow Lane était calme, mais elle n'était pas paisible. C'était le silence métallique et tendu d'une cocotte minute. Assis sur un feu vif, la pression montait. La soupape de sécurité cliquetait, et je savais, avec la certitude d'un contrat bien lu, que quelque chose allait finalement, inévitablement, exploser. La nuit où le feu a commencé, un vent violent de fin avril tentait d'arracher Maple Hollow à ses fondations. Il hurlait au coin de la maison, faisant vibrer les vieilles fenêtres et faisant vaciller l'électricité. J'étais à des kilomètres de là, dans mon appartement silencieux, suivant la tempête sur une application météo. Quand mon téléphone a vibré avec une alerte que je n'avais jamais reçue auparavant, ce n'était ni un SMS ni un appel. C'était une notification push du portail principal de gestion immobilière de Maple Ridge, celui que j'utilisais pour superviser tout mon portefeuille. L'icône était un triangle rouge clignotant. Urgent, alarme de fumée déclenchée. Unité 142 Maple Hollow Lane Suite B, renvoi d'un technicien de garde. État 12 minutes. J'ai fixé l'écran, mon cœur donnant un seul coup sec contre mes côtes. Quand j'avais repris la gestion, j'avais fait installer par l'équipe de Sarah un nouveau système haut de gamme dans toutes mes propriétés. Ce n'était pas juste un détecteur de fumée. C'était un réseau de capteurs IoT qui surveillait la fumée, le monoxyde de carbone et les pics de température inhabituels. Lorsqu'il était déclenché, il ne faisait pas que du bruit. Il alertait automatiquement le service de garde 24H24 et 7J7. C'était le système en action. La maison était en crise et les premiers intervenants n'étaient pas ma famille, mais mes employés. Je n'ai pas appelé la maison. J'ai simplement ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le journal de rapport d'incident en direct. Le compte à rebours avait commencé. Selon le rapport détaillé et horodaté que Sarah m'a envoyé le lendemain matin,
la scène était un pur chaos. Quand son technicien, un ancien pompier calme nommé Dave, est arrivé. Le cri aigu de l'alarme de fumée perçait la nuit venteuse. Dave, utilisant sa clé passe-partout de propriétaire, s'est introduit dans la dépendance pour trouver Tom agitant inutilement un torchon vers le détecteur au plafond pendant que Madame Hansen lui criait dessus. L'air était épais de l'odeur âcre du plastique brûlé. Une prise murale derrière un fauteuil usé était noircie et fondue, avec une légère traînée de fumée s'enroulant encore vers le plafond. Tom, le visage pâle de panique, a immédiatement commencé à balbutier à propos d'une surtension et du terrible vieux câblage de cet endroit. Madame Hansen, cependant, avait son propre récit prêt. C'était le chauffage d'appoint, a-t-elle crié à Dave en pointant un doigt tremblant vers le petit radiateur électrique dans le coin. Il doit être défectueux. Nous allons poursuivre le fabricant. C'est la responsabilité du propriétaire, les appareils que vous fournissez. Dave, selon son rapport, les a simplement ignorés. Il a coupé le courant de la suite au disjoncteur, a confirmé qu'il n'y avait pas de flammes actives, puis a commencé son évaluation méthodique. Son rapport était clinique, précis et totalement accablant. Analyse de la cause de l'incident, 142 Maple Hollow Suite B, 1. L'inspection initiale a révélé des dommages thermiques graves à une prise murale de 120 V et au mur environnant. Le disjoncteur de cette section avait sauté comme prévu. 2. Le chauffage d'appoint appartenant au locataire était branché sur une prise différente, sur un circuit séparé, et n'était pas un facteur causal. L'appareil ne montre aucun signe de dysfonctionnement. 3. Une enquête plus approfondie du câblage de la prise endommagée a révélé une modification amateur non conforme au code. Le câblage avait été mal épicé et reconnecté suite au retrait d'une charge externe non autorisée importante. 4. La nature des dommages est cohérente avec une surcharge prolongée causée par une connexion défectueuse laissée après la déconnexion du générateur à essence illégale des locataires en mars. La connexion n'a pas été correctement terminée, créant un point de haute résistance qui a finalement surchauffé et enflammé le boîtier en plastique de la prise. 5. Conclusion, l'événement est le résultat direct de la négligence du locataire et de la création d'un danger électrique. En violation directe des clauses 9C et 14A du contrat de location. Le rapport était accompagné d'un dossier de photographie haute résolution. La prise fondue, le mur roussi, et, plus accablant encore, un gros plan des fils dangereusement effiloché et épicé de manière amateur à l'intérieur de la boîte de jonction. Monsieur Hansen n'avait pas seulement retiré son générateur. Il avait laissé derrière lui un incendie en attente. Le système que j'avais mis en place a fonctionné avec une efficacité brutale. Le rapport a été automatiquement consigné. Une facture pour une réparation électrique d'urgence par un entrepreneur agréé a été générée. Une amende pour violation de la sécurité, comme stipulé dans le bail pour la création d'une condition dangereuse, a été calculée. Ces deux chiffres, un total stupéfiant d'un peu plus de $2000, ont été automatiquement ajoutés au compte du portail de location des Hansen, dû avec le loyer du mois suivant. Un avis officiel de violation du bail leur a été envoyé par email, citant les clauses spécifiques et faisant référence au rapport du technicien comme preuve. Il n'y avait aucune place pour la discussion. Leurs mensonges et leurs déviations ont été rendus insignifiants par la preuve photographique crue. Ils ne pouvaient pas blâmer le chauffage. Ils ne pouvaient pas blâmer le vieux câblage. L'incendie avait été déclenché par leur propre incompétence et leur tromperie. Le lendemain soir, Sarah a programmé une réunion de conformité à la sécurité obligatoire à la propriété. Cette fois, les 6 locataires devaient être présents. Moi, bien sûr, je n'y étais pas. Sarah a dirigé la réunion. Son presse-papier, sa seule arme. Elle a présenté les conclusions, les preuves photographiques et la facture. Selon son résumé, les Hansen étaient silencieux, leur visage gris de honte et de peur. Tom regardait le sol. C'est mon père qui a parlé, sa voix faible. Nous ne savions pas. Nous ne savions pas ce qu'il avait fait avec le câblage. C'est sans importance, Monsieur O'Reilly, a répondu Sarah, sa voix polie mais ferme. Le bail tient les locataires de chaque unité responsables de leurs actions. Cependant, en raison de la gravité de cet incident, le propriétaire exige une assurance supplémentaire pour la maison principale. Elle a sorti un nouveau document, un simple addenda d'une page à leur bail. Il était intitulé « Reconnaissance de responsabilité et interdiction des réparations non autorisées ». Il stipulait dans un langage juridique sans ambiguïté que les locataires reconnaissaient leur responsabilité de signaler tous les problèmes d'entretien via le portail officiel et qu'il leur était expressément interdit de tenter toute réparation électrique, plomberie ou structurelle par eux-mêmes.
Il stipulait que toute violation de cette clause serait considérée comme une violation substantielle, entraînant une procédure d'expulsion immédiate. Le propriétaire exige vos signatures sur cet addenda, a déclaré Sarah. Il y eut un long et lourd silence. Puis, d'une main qui tremblait d'âge et de défaite, mon père a pris le stylo. Il a signé son nom. Ma mère a signé après lui. Sa signature, un gribouillis hésitant et arachnéen. Tom a signé, puis Cathy. Elle a fixé le papier un long moment, le texte noir et froid. Elle a regardé sa cuisine, ses parents épuisés, son mari inutile, la facture de $2000 posée sur la table. Elle a pris le stylo, a signé son nom, et en le posant, elle a laissé échapper un long et rauque souffle. Être adulte, a-t-elle murmuré à personne en particulier, c'est si cher. C'était la première chose honnête que je l'entendais dire depuis une décennie. J'ai lu le résumé détaillé de Sarah par email le lendemain matin dans mon bureau, une tasse de café à la main. J'ai lu sur la panique, les mensonges, les preuves irréfutables et la reddition finale et écrasante. J'ai pris une gorgée de mon café, la chaleur une sensation petite et agréable. J'ai tapé ma réponse à Sarah, un message composé de seulement 2 mots. Procédez en conséquence. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai archivé la chaîne de mai. Alors que j'étais assise là, une nouvelle pensée a commencé à faire surface. Une idée qui, j'imaginais, leur venait simultanément à l'esprit dans le silence froid et tendu de la maison de Maple Hollow Lane. Ils s'étaient tellement concentrés sur ma cruauté perçue, sur la froideur des contrats et des systèmes, mais dans le calme qui a suivi une quasi-catastrophe, une vérité différente émergeait. Si j'avais été une étrangère, un investisseur anonyme qui avait racheté leur hypothèque en défaut à une banque, que se serait-il passé la nuit dernière? L'incendie aurait été considéré non pas comme une erreur, mais comme une responsabilité, une propriété avec des locataires à problème qui crée des risques d'incendie est un risque à éliminer. Un étranger n'aurait pas seulement envoyé une facture. Il aurait envoyé un avis d'expulsion à tous les 6, utilisant l'incendie comme la justification parfaite et en béton pour les faire sortir et relouer la propriété à quelqu'un de plus fiable. Mon système, malgré toute sa logique froide et impitoyable, les avait également contenus. Il les avait tenus responsables, oui, mais il les avait aussi, à sa manière, gardés en sécurité. Le détecteur de fumée que j'avais installé avait sauvé la maison. Le technicien que j'employais avait empêché une véritable tragédie. Le contrat, qu'ils détestaient, était maintenant la seule chose qui leur donnait le droit de rester. Le lendemain matin, une autre notification est apparue sur mon téléphone. Paiement manuel reçu par chèque de banque, locataire John Hansen, montant, amende plus frais de réparation. Il n'avait pas attendu le prochain cycle de loyer. Il était allé à la banque, avait retiré l'argent, et l'avait fait livrer au bureau de Maple Ridge dès le matin. Un acte désespéré et terrifié de conformité totale. Sarah m'a envoyé par email une photo de l'enveloppe. Ils n'ont pas dit un mot, a-t-elle écrit. Ils l'ont juste déposé sur le bureau de la réception et sont partis. Je n'ai pas répondu « merci ». Je ne ressentais pas de gratitude. Je ressentais un sentiment calme et sombre de justification. La gentillesse, j'apprenais, n'était pas toujours une question de douceur et de pardon. Parfois, la plus grande gentillesse que vous puissiez offrir à des personnes qui refusent d'être responsables est le don dur, aigu et inflexible de la discipline. L'email est arrivé 6 mois jour pour jour après l'incendie. C'était une période de conformité parfaite et ininterrompue. Le loyer des 2 unités arrivait le 1er du mois. Chaque mois, les demandes d'entretien étaient soumises formellement via le portail pour des problèmes mineurs, un robinet qui goutte, une charnière de placard lâche et était traitée par mon équipe sans commentaire. La cocotte minute n'avait pas explosé. Elle s'était simplement installée dans une ébullition basse et mijotante. Le silence de leur part était absolu, un vide que j'avais fini par apprécier comme le son d'une entreprise bien gérée. L'email venait de mon père, envoyé à l'adresse officielle de la direction de Maple Ridge. Il était court, dépouillé de sa grandiloquence et de ses excuses habituelles. L'objet était simplement une demande. Chère Madame O'Reilly, je vous écris pour demander formellement une réunion. Je sais que toutes les communications doivent passer par la société de gestion, mais il s'agit d'une affaire personnelle. Je vous demande si vous seriez disposé à venir à la maison une fois pour que nous puissions vous parler en personne. Cordialement, Richard O'Reilly. Locataire, 142 Maple Hollow Lane. Il avait suivi les règles, s'adressant à moi par mon nom formel, s'identifiant comme un locataire. Mais les mots qu'il a utilisés, venir à la maison, pas,
inspecter la propriété, était un appel silencieux et désespéré à une relation au-delà du bail. J'y ai réfléchi pendant une journée entière. J'ai pesé les risques de rouvrir une blessure contre le potentiel de quelque chose je ne savais pas quoi. Finalement, j'ai décidé d'accepter, mais à mes propres conditions. Ma réponse, envoyée via Sarah, était un modèle de précision professionnelle. Monsieur O'Reilly, votre demande de réunion en personne a été reçue. Madame O'Reilly a accepté une réunion à la propriété le samedi à 14 h. La réunion durera 30 minutes. Veuillez noter qu'un représentant de Maple Ridge Property Management sera également présent pour documenter les débats. Veuillez confirmer votre présence et celle de tous les autres locataires. Il y aurait une limite de temps et il y aurait un témoin. Quand Sarah et moi sommes arrivés le samedi, le changement était immédiatement palpable. La pelouse avant était soigneusement tondue. Le porche était balayé. Quand mon père a ouvert la porte, la première chose qui m'a frappé a été l'odeur. Ce n'était pas l'odeur familière et ancienne du pot pourri de ma mère, mais l'arôme chaud, levuré et professionnel du pain frais et du sucre. Le salon était impeccable. Il n'y avait pas de désordre. Pas de piles de magazines ou de sacs de courses jetés. Les meubles étaient vieux et usés, mais ils étaient propres et disposés avec une netteté délibérée, presque spartiate. Ils étaient tous les 6 là, assis non pas dans une ambiance familiale confortable, mais dans un arrangement d'attente formelle sur les canapés et les chaises. Ils se sont tous levés quand je suis entré. C'était d'un respect déconcertant. Je ne me suis pas assise. Sarah se tenait à côté de moi, tenant une tablette, sa présence un rappel silencieux que c'était une affaire officielle. Mon père a parlé le premier, sa voix rauque, ses yeux fixés sur un point du mur juste au-dessus de mon épaule. « Merci d'être venu. »« Marin » a-t-il dit. L'utilisation de mon prénom, un petit pas audacieux. Nous ne prendrons pas beaucoup de votre temps. Je voulais dire quelque chose. Il a finalement croisé mon regard. L'arrogance avait disparu. Remplacée par une honte profonde et lasse. Ce jour-là, à Noël dernier, je veux m'excuser, non pas pour ce qui s'est passé, mais pour ce que je n'ai pas fait. Mon travail était de protéger ma famille, et cela vous inclut. Et je ne l'ai pas fait. J'ai choisi de rester silencieux au lieu de vous choisir. C'était mon échec. Et j'en suis désolé. Les excuses étaient nettes. Elles n'avaient aucune excuse attachée. Pas de « mais » ou de « si seulement ». C'était une admission simple et crue d'une défaillance morale. Avant que je puisse le traiter, Cathy s'est levée. Elle était plus mince et il y avait de légers cernes sous ses yeux. Elle ne portait pas de maquillage. Elle avait l'air de son âge pour la première fois de sa vie. Elle ne pleurait pas, quand j'ai reçu mon premier chèque de paie du cabinet dentaire, a-t-elle commencé, sa voix calme et plate. J'ai regardé le chiffre, le salaire net après impôt, et j'ai cru que c'était une erreur. J'ai cru qu'ils s'étaient trompés dans leurs calculs. Elle a baissé les yeux sur ses mains. J'ai travaillé 30 heures cette semaine-là. Mes pieds me faisaient si mal que je devais les tremper dans de l'eau glacée tous les soirs. Le dentiste était méchant, et un patient m'a crié dessus. Et à la fin de tout ça, l'argent qu'ils m'ont donné, ce n'était même pas assez pour couvrir ma part du loyer et des charges, même pas de prêt. Ses yeux se sont finalement remplis de larmes. Mais c'étaient des larmes différentes des larmes de crocodile de son passé. C'étaient les larmes lentes et lourdes d'une compréhension naissante et brutale. Je n'ai jamais su, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Toutes ces années, j'ai juste pensé que l'argent apparaissait. Je suis tellement désolé, Marin. Je suis désolé de t'avoir vu comme un obstacle à ce que je voulais au lieu de la seule personne qui tenait tout ensemble. Puis, à ma grande surprise, Monsieur Hansen s'est éclairci la gorge. Lui et sa femme se tenaient ensemble, leur posture rigide. Marin, a-t-il dit, le nom sonnant étranger et difficile dans sa bouche. Ma femme et moi aimerions aussi nous excuser. Nous nous sommes comportés avec un sentiment de droit épouvantable. Nous avons traité cette maison comme si elle nous revenait de droit. Nous vous avons traité avec mépris. Il n'y a aucune excuse pour notre comportement. Nous avions tort. Madame Hansen a hoché la tête à côté de lui, son visage pâle. La pièce est tombée dans le silence. Ils avaient tous parlé. Ils avaient confessé leurs péchés spécifiques, puis ils ont attendu. J'ai remarqué ce qu'ils n'avaient pas fait. Personne n'avait mentionné le loyer. Personne n'avait demandé de réduction, de prêt ou un moment de pitié.
Ce n'était pas une négociation. C'était un règlement de compte. Il ne demandait pas à être déchargé financièrement. Il demandait s'il était possible un jour d'être déchargé moralement. Il demandait à être autorisé à assumer leurs responsabilités sans être détesté pour cela pour toujours. J'ai laissé le silence planer dans l'air pendant un long moment, 1 minute entière. Je voulais qu'ils comprennent que le pardon n'était pas une remise. Ce n'était pas un prix à gagner avec des excuses bien formulées. C'était une transaction distincte et plus complexe, et je n'étais pas prête à l'approuver. Finalement, j'ai parlé. La blessure ne disparaît pas, ai-je dit, ma voix mesurée et calme. Ce qui s'est passé dans cette maison, les choix que vous avez tous faits, ils ne s'effacent pas, j'ai vu ma mère sursauter, les épaules de mon père s'affaisser. Mais j'ai continué, à partir de maintenant, nous nous parlerons par un comportement ponctuel. Nous communiquerons par le respect de la propriété et le respect du contrat. C'est le seul langage qui m'intéresse. Je ne leur offrais pas l'absolution. Je leur offrais un chemin transactionnel clair vers un autre type de relation, une relation construite non pas sur les sables mouvants de l'émotion et de l'obligation, mais sur le socle solide du respect mutuel des règles. À côté de moi, j'ai entendu le léger tapotement du stylet de Sarah sur sa tablette. J'ai jeté un coup d'œil. Elle avait pris une note dans le journal de la réunion. La réunion avec les locataires a été amicale. Les locataires ont exprimé des remords pour leur comportement passé. Aucune demande n'a été faite pour modifier les termes des contrats de location existants. Mais 30 minutes étaient écoulées. La réunion est terminée, ai-je dit. Merci pour votre temps. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la porte. En sortant sur le porche, j'ai senti un seul flocon froid se poser sur ma joue. J'ai levé les yeux. Le ciel était d'un gris perle uniforme, et la première neige de la saison commençait à tomber. 6 mois plus tôt. En me dirigeant vers ma voiture, une prise de conscience s'est installée en moi. Depuis 6 mois, ils avaient affaire à Maple Ridge Property Management. Ils étaient des locataires interagissant avec un système. Mais aujourd'hui, pour la première fois, ils n'avaient pas parlé au système. Ils m'avaient parlé à moi. Ils avaient rencontré leur propriétaire, oui, mais dans l'honnêteté silencieuse et désespérée de cette pièce. Ils avaient, pour la première fois depuis très longtemps, également rencontré leur fille et leur sœur. La neige tombait un peu plus fort, saupoudrant mes épaules. Un nouveau compte à rebours avait commencé, pas de ma fabrication, avec une date limite et une pénalité. Celui-ci était le leur, un compte à rebours lent, silencieux, au jour le jour, pour voir s'il était possible de reconstruire un foyer sur les fondations d'une propriété locative. Le travail venait de commencer. L'invitation est arrivée via le portail de Maple Ridge, comme toutes les communications le faisaient désormais. C'était une demande formelle, enregistrée et horodatée, pour ma présence à la maison le jour de Noël à midi. Pas pour une fête, précisait-elle, juste pour une conversation. 1 an, 365 jours depuis que je m'étais tenu pour la dernière fois dans ce salon et que j'avais démantelé leur monde. J'ai accepté. Quand j'ai franchi la porte d'entrée à midi pile, la scène était d'une intention calme et sobre. Il n'y avait pas de lumière clignotante, pas de musique assourdissante. L'odeur de pain était subtile, provenant d'une simple couronne sur la porte, et l'air était rempli du même arôme chaud et professionnel de la pâtisserie de ma mère. La table de la salle à manger était dressée avec 7 napperons. Ma chaise n'était pas un îlot. C'était simplement une place à table, qui m'attendait. Ils étaient tous là, debout quand je suis entré. Ils avaient l'air plus âgés, usés par une année de travail acharné et de leçons plus dures, mais leurs yeux étaient clairs. Il n'y avait pas de ressentiment dans leur regard, seulement une gravité profonde et lasse. J'ai pris ma place, et mon père a fait glisser un document sur la table vers moi. Ce n'était pas un bail que j'avais rédigé. C'était un qu'ils avaient préparé. Voici notre proposition, marin, a-t-il dit doucement. J'ai lu le titre, contrat de renouvellement de bail volontaire de 12 mois. J'ai parcouru les clauses. Ils proposaient de renouveler leur location pour une année complète. Ils avaient inclus des clauses acceptant explicitement le calendrier d'inspection trimestriel et assumant la responsabilité financière de toutes les réparations non structurelles en dessous d'un certain montant. Ils ne demandaient pas de réduction. Ils se portaient volontaires pour être les locataires que je les avais forcés à devenir. Ils choisissaient d'accepter la discipline. Pendant que je lisais, ma mère a doucement poussé une petite boîte en bois poli sur la table. C'était la vieille boîte à recettes de ma grand-mère. Je l'ai ouverte.
À l'intérieur, niché sur un lit de fiches délavé, se trouvait la photographie encadrée en argent d'elle, et en dessous, un seul morceau de papier plié, fragile avec l'âge. J'ai reconnu l'écriture élégante et bouclée de ma grand-mère. Je l'ai déplié. Il était écrit, « Une maison est un lieu qui doit contenir à la fois la discipline et l'amour. L'un sans l'autre est une cage ou le chaos. » Mes yeux ont piqué, une trahison soudaine et aiguë du sang-froid que j'avais maintenu pendant un an. J'ai levé les yeux vers ma mère et elle m'a fait un petit signe de tête triste. Elle comprenait. Cathy s'est alors levée, ses mains jointes devant elle. Elle ne s'est pas approchée de moi. Elle est restée sur ses positions près de sa chaise et m'a regardé droit dans les yeux. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je te dois, a-t-elle dit, sa voix stable, dépouillée de toutes ses anciennes simagrées. Pour les années où tu as payé les factures, pour la dette fiscale, pour tout. Et j'ai réalisé que tu ne me dois rien. Pas le pardon, pas une relation, rien. C'est l'inverse. Je te dois toute une vie à apprendre à être une adulte. Merci pour la leçon. C'étaient les excuses les plus profondes qu'elle aurait pu me faire, une reconnaissance non seulement de ses actions, mais aussi du défaut fondamental de son caractère que j'avais été forcé de corriger. Mon père s'est alors avancé, tenant quelque chose dans sa main tendue. C'était la clé du petit bureau, celle que j'avais fermée à clé il y a un an, une offrande de paix, un symbole de restitution du contrôle. J'ai regardé la clé, puis son visage, et j'ai secoué la tête. Non, ai-je dit, ma voix calme mais absolue. La société de gestion détient toutes les clés. C'est la procédure. Je ne rejetais pas son geste de paix. Je renforçais la limite qui nous avait tous sauvés. Je ne retombais pas dans le rôle de la fille qui arrange les choses. J'étais la propriétaire et la propriétaire suit la procédure. J'ai fouillé dans ma propre mallette et j'ai sorti un petit objet rectangulaire. C'était une plaque gravée professionnellement, gris foncé avec des lettres blanches nettes. Je me suis levé, je me suis dirigé vers l'arrière de la porte d'entrée où la couronne de Noël était accrochée, et j'ai fixé la plaque sur le bois juste en dessous. Il était écrit « Propriété locative ». Pour toute demande, veuillez contacter la direction. C'était une déclaration finale et permanente, un signe pour eux, et pour tout visiteur, de la nouvelle et immuable réalité de cette maison. Je suis retourné à la table et j'ai sorti un dernier document. C'était un addenda d'une seule page à leur offre de renouvellement. J'accepte votre proposition, ai-je dit, avec une dernière condition. J'ai fait glisser le papier au centre de la table. Cet addenda doit être signé. J'ai lu la seule clause cruciale à voix haute, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Toute communication personnelle, qu'elle soit verbale, écrite ou électronique, concernant la propriété, son entretien ou ses obligations financières, est par la présente remplacée par les canaux de communication officiels de la société de gestion immobilière désignée. Toute tentative de contourner ces canaux officiels sera considérée comme une violation substantielle du bail et servira de motif immédiat de résiliation du contrat de location. C'était la dernière serrure sur la dernière porte. C'était la clause qui me protégeait, et eux, de ne jamais retomber dans les rôles toxiques du passé. Elle garantissait que notre relation de propriétaire et de locataire serait toujours tamponnée par le bouclier impersonnel et sans émotion de la procédure professionnelle. Personne n'a protesté. Personne n'a discuté. Mon père a pris le stylo et a signé. Ma mère a suivi. Puis Tom et une Cathy calme et posée. Enfin, les Hansen. 6 signatures, l'encre s'installant dans le papier comme un serment solennel et tardif. C'était fait. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la petite boîte en bois sur la table. J'ai doucement touché le verre au-dessus du visage souriant de ma grand-mère. J'ai gardé la maison en sécurité, grand-mère, ai-je murmuré, si bas que seul elle et moi pouvions entendre. Je l'ai gardée en sécurité avec la loi et avec une colonne vertébrale droite. Puis je me suis retourné et je suis sorti de la maison. Je n'ai pas dit au revoir. L'air froid de décembre m'a frappé le visage, un choc propre et vif. La lourde porte d'entrée s'est refermée derrière moi. Le son aussi final et percutant qu'un seau de fer apposé sur un acte. Alors que je me tenais sur la première marche, mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Je l'ai sorti. C'était une notification du portail de Maple Ridge. Dépôt de garantie anticipée reçu, locataire Richard O'Reilly. Dépôt de garantie anticipée reçu, locataire John Hansen. À ce moment précis, les cloches de la vieille église de la rue Main ont commencé à sonner, leur carillon profond et résonnant marquant l'heure de midi du jour de Noël. Les dépôts étaient entrés.
Les cloches sonnaient. L'année était terminée. J'ai descendu les marches de pierre, mes talons claquant sur le trottoir, et je n'ai pas regardé en arrière. Mon histoire n'avait pas besoin d'un avenir. La victoire était la fin. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. J'aimerais savoir d'où vous vous connectez dans le monde. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et connectons-nous et partageons nos pensées. Si vous avez apprécié, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne et de donner un j'aime à cette vidéo. Et pour aider cette histoire à atteindre plus de personnes, veuillez nous soutenir en appuyant sur ce bouton. Votre soutien signifie beaucoup.